C'était le 4e jour de pluie, un vendredi après-midi, et une partie conditionnée de lui cédait à la lassitude de fin de semaine. Même si les vendredis n'avaient plus de signification, difficile à croire que la reconstruction était allée si loin, que le réflexe de regarder l'heure avait repris, que le code des tirs au flanc, que le concept de week-end existait à nouveau. Les derniers jours avaient été ternes à en mourir, renforçant sa conviction en la réincarnation. Tout était si ennuyeux que cela ne pouvait pas être la première fois qu'il vivait ça. Une pensée réconfortante, en un sens, vu la catastrophe. On reviendra. Il posa son sac, éteignit la lampe de son casque et appuya son front contre la vitre comme s'il était chez son oncle, réarrangeant l'architecture pour y lire un message. Les tours émergeaient d'un charbon frotté, une collection de fantômes et de notions de choses. Il était au 15e étage, au cœur de Zone 1, et des formes avançaient comme des esclaves, plus haut, vers le Midtown. On l'appelait Mark Spitz désormais. Ça ne le dérangeait pas. Mark Spitz et le reste de l'unité Omega en avaient terminé à moitié, avec le 135 de Duane Street, descendant du toit à un rythme soutenu. Tout était clair jusqu'à présent. Quelques signes de chaos dans l'immeuble. Un tiroir de petites caisses dévalisées au 18e, des plats à emporter à moitié mangés, pourrissant sur des bureaux éparpillés, de la monnaie désormais obsolète, et les derniers déjeuners. Comme dans la plupart des entreprises qu'ils avaient nettoyées, les bureaux avaient fermé leurs portes avant que les choses ne se détériorent complètement. Les chaises étaient bien rangées à leur place, là où l'équipe d'entretien les avait glissées pour la dernière nuit de travail. La dernière soirée saine dans le monde, à l'exception de quelques-unes renversées vers la porte dans un désordre de fuite piétinée. Dans le silence, Mark Spitz s'accorda une pause. Qui sait, si les choses s'étaient repassées autrement, il aurait peut-être obtenu un poste dans ce cabinet même, une fois passés les obstacles menant à un diplôme de droit. Il prenait des cours de préparation quand le rideau était tombé, et ne s'inquiétait ni d'être admis quelque part, ni de terminer, ni même de décrocher un emploi quelconque ensuite. Il n'avait jamais eu de mal avec la checklist américaine, franchissant avec une constance imperturbable tous les jalons de la vie, de la maternelle au collège, sans jamais briller ni échouer, sans jamais dévier vers l'exception ou la chute. Il possédait une étrange facilité pour l'obligatoire. 2 jours après son entrée en maternelle, par exemple, il avait atteint le niveau de socialisation jugé approprié pour son âge et son milieu socio-économique. Partager, ne pas mordre, écouter les consignes des figures d'autorité avec une attention quasi mystique, sans faire de vagues. Il cochait jalon après jalon, comme si chaque tressaillement avait été programmé. S'ils avaient reconnu sa localisation, des spécialistes du comportement infantile l'auraient observé à la jumelle et coché leur tableau à mesure qu'ils confirmaient leurs données et leurs théories dans ces errances anonymes. Il était leur type moyen, leur norme, leur statistique incarnée, recevant des pouces levés enthousiastes des gars dans la camionnette noire garée discrètement en face. Dans ce monde, pourtant, sa récompense n'était autre que ce vide qui entoure la plupart des efforts humains. Ce vide que chacun connaît trop bien. Ses réussites, telles qu'elles étaient, s'accumulaient sur le tas de l'oubli. Mark Spitz gardait toujours les yeux ouverts, observant son environnement pour y lire des indices, survivant même dans ses jeunes années. Chaque interaction avait son code, et il était à l'écoute. Il s'adapta sans mal à l'introduction des notes alphabétiques, première mesure de l'aptitude à naviguer les épreuves arbitraires. Il choisit la note B, ou c'est elle qui le choisit. C'était sa terre natale, et au lycée comme à la fac, il n'en sortit jamais. Quoi qu'il en soit, son sort était scellé. On ne le choisissait jamais capitaine d'équipe. Mais il n'était pas non plus le dernier appelé. Il évitait aussi bien les retenues que les tableaux d'honneur. Le lycée de Mark Spitz avait aboli la tradition du yearbook qui voulait qu'on désigne les élèves les plus susceptibles de réussir dans tel ou tel domaine. Dans un souci universel d'estime de soi, après une série de réunions houleuses entre parents et professeurs. Mais s'il avait fallu lui attribuer une mention, ce serait le moins susceptible d'être désigné comme le plus susceptible de quoi que ce soit. Et ce n'était pas une catégorie. Son talent résidait dans la navigation maîtrisée du flou, ni brillant ni raté, se préparant juste assez pour franchir le prochain obstacle aléatoire de la vie. C'était son domaine d'expertise solennel. Et ça l'avait mené jusque-là. Il rôta une bouffée de pâtes du petit déjeuner, concoctée selon les minuscules promesses sur le côté du tube, pour reproduire la vision d'un nutritionniste des pancakes de maman, recouverts de myrtilles fraîches. Sa main se porta immédiatement à sa bouche, avant qu'il ne se rappelle qu'il était seul. Le cabinet occupait 4 étages, une enfilade soignée,
et semblait bien se porter si l'on en jugeait par l'ampleur de la rénovation. Les étages supérieurs étaient découpés en petites suites ternes, aux aquarelles fades accrochées dans les salles d'attente aux murs en placo-plâtre mou, et aux mêmes dalles roses écœurantes sous les pieds. Des loyers accommodants avaient attiré un mélange varié de locataires, aussi hétéroclites que ceux qu'on croise dans un wagon de métro à l'heure de pointe. Son unité fouillait des cabinets de conseil aux noms rapides et efficaces, passait au peigne fin les réserves de distributeurs de prothèses ou de compagnies de semences par correspondance. Il passait aussi par des agences de voyage, presque éteintes, à l'ère d'Internet, leurs posters criards, poussant des cris désespérés. Au 19e, ils avançaient en formation dans les pièces insonorisées d'une société de production de films spécialisée dans les arts martiaux, sortis directement en DVD. Et, dans la pénombre, ils prirent une silhouette en carton d'un héros d'action pour une menace. C'étaient toujours les mêmes lieux, jour après jour, des clés pour les toilettes communes accrochées au pater, lui et elle à l'accueil, fixées à de larges languettes en plastique, du papier recyclé tendu comme une langue d'avoine sur les tables des salles d'examen et dans les salles d'attente, des magazines évoquant une époque exaltée désormais lointaine, difficile à concilier, impossible de trouver un magazine People ou d'actualité publié après une certaine date. Il n'y avait plus de potins, ni de nouvelles. Quand ils pénétrèrent dans la suite du cabinet d'avocats, ils trébuchèrent dans une grotte sophistiquée, comme si ces étages avaient été insérés dans l'immeuble depuis un jeu de cartes plus luxueux. Dans la salle d'attente, les lampes fixées à leur casque glissèrent sur les formes géométriques énigmatiques de la moquette, qu'ils souillèrent de leurs bottes de combat, sur les larges panneaux de bois zébrés sombres, recouvrant les murs avec une assurance élégante, et sur le mobilier bas et profilé, qui promettait des bleus, mais qui, lorsqu'on s'y asseyait, comprenait le corps, selon de nouveaux principes de l'harmonie somatique. Leurs trois faisceaux convergèrent sur le portrait d'un homme aux yeux durs et à la bouche étroite, comme celle d'un renard affamé, l'un des pères fondateurs du cabinet, gardant l'entrée depuis l'au-delà. Après une pause, leurs lumières se dispersèrent à nouveau, palpant les recoins et les zones d'ombre à la recherche de mouvement. Mark Spitz le sentit dès l'instant où ils franchirent les portes vitrées et virent le nom du cabinet flotter en lettres d'acier sinistre au-dessus du bureau de la réceptionniste. Ces types allaient en vous broyer. Tradition et deal féroces, des petites lignes inviolables qui survivraient à leurs auteurs. Il ignorait quel était leur champ d'activité. Peut-être représentaient-ils uniquement des œuvres caritatives et des ONG, mais dans ce cas, il était sûr que leurs clients surpassaient leurs concurrents dans l'aide apportée, l'ampleur des mains tendues, leur charité au mètre carré, si tant est que les œuvres caritatives puissent être mises en compétition. Mais bien sûr qu'elles le peuvent, pensa-t-il. Même les anges sont des animaux. Une fois à l'intérieur, l'unité se sépara et il balaya seul les espaces de travail. Le mobilier de bureau était ultra moderne, presque ludique, digne d'un garage d'appli ou d'un cabinet de design graphique avide d'esquisser le futur. Les surfaces des bureaux étaient épaisses et transparentes, taillées dans du plastique, élevant les moniteurs et claviers courbes dans des dioramas de productivité. Les chaises ergonomiques vides posaient comme des araignées amicales, murmurant des promesses de confort multiples et de massage lombaire. Il se vit parse sur le tissage du siège, vêtu des bretelles et boutons de manchette de sa tribu, libérant à chaque mouvement un souffle de Cologne onctueuse. « Apportez-moi le dossier, je vous prie. » Il titilla une figurine de lutin montée sur ressort, avec le canon de son fusil, et la fit dodeliner. Fidèle à son habitude, il évita de regarder les photos de famille. Il interpréta « Nous sommes formés à l'ancienne, mais disciples de ce qui vient. » Un endroit parfait pour un jeune avocat prometteur. Malgré tout ce qui s'était passé à l'extérieur de cet immeuble dans la grande débâcle, l'industrie pure de ce lieu persistait. Elle s'imposait. Il la ressentait dans sa peau, même si les gens étaient en partie, et que toute la matière molle était morte. Des grumeaux moisis lancèrent des filaments dans les frigos communs. Les alentours des fontaines à eau desséchées étaient vides d'oisifs bavards. Mais les fougères et yuccas étaient encore verts, parce qu'ils étaient en plastique. Les trophées et certificats restaient bien accrochés au mur, et les portraits des big boss gardaient l'éclat figé de cet après-midi calculé. Ces choses demeuraient. Il entendit 3 coups de feu à l'autre bout de l'étage, une staccato familier, Gary en train d'ouvrir une porte à la gâchette. Fort Wanton les avait pourtant avertis à maintes reprises contre toute forme de brutalité, de vandalisme
ou même d'ondes négatives envers les propriétés, dans la mesure du possible, pour des raisons évidentes. Par commodité, Buffalo avait imprimé des cartes interdites, des fiches plastifiées que les nettoyeurs devaient garder sur eux en permanence. La vitre brisée barrée d'un cercle rouge, avec une ligne diagonale, était en haut du paquet. Gary ne pouvait pourtant pas se retenir, peu importe les futurs locataires ou le grand dessin. Pourquoi utiliser une poignée quand on peut faire tout sauter? Ils n'auront qu'à réparer quand ils emménageront, disait Gary, alors que la fumée se dissipait, après qu'il ait vaporisé la porte du congélateur d'un restaurant italien avec du C4. Son sourire de dingue, comme si nettoyer les traces d'un tir automatique revenait à retoucher une peinture abîmée par les anciens locataires. Gary faisait disparaître les rideaux mi-clos des cabines d'essayage de grands magasins, transformait des paravents japonais coûteux en confettis virevoltants et gare aux portes de toilettes aux charnières capricieuses. Ça aurait pu être un des leurs, coincé là-dedans, en train d'essayer de se rappeler comment pisser, expliqua Gary. Jamais entendu parler d'un cas pareil, dit Caitlin. C'est New York City, meuf. Caitlin lui avait accordé une permission. Une seule destruction injustifiée par étage. Et Gary s'adaptait, appliquant même des principes éprouvés du suspense pour choisir ses cibles. On ne savait jamais quand il frapperait. Il venait tout juste de faire son choix pour le 15e étage. Mark Spitz se remit en route. Gary n'était pas loin, et il voulait avoir l'air occupé pour éviter toute remarque sur son éthique de travail. Il se détourna de la fenêtre et attrapa fugitivement un fragment de son rêve de la veille. Il se trouvait à la campagne, des terres agricoles ondulantes, peut-être à Happy Acres. Avant qu'il ne s'échappe, il l'écarta d'un geste. Il défonça la porte des ressources humaines, pensa « peut-être que je reviendrai demander un boulot quand tout ça sera fini », et réalisa son erreur. Ce n'était pas la porte, le problème. Après tout ce temps dans la zone, il savait exactement comment frapper ces portes à clavier pour les faire sauter. Presto, l'erreur venait d'avoir cédé aux illusions ambiantes, de s'être laissé contaminer par cette pandémie d'optimisme fini qui était devenue inévitable de nos jours, à tel point qu'elle en devenait suffocante. Une contagion à part entière. Ils étaient sur lui en un instant. Ils étaient là depuis le début, les quatre. Peut-être que l'une d'elles s'était fait attaquer sur le trottoir par un dingue, ce charmant euphémisme métropolitain, et avait été renvoyée chez elle après avoir reçu quelques points de suture dans un service d'urgence local, sous-financé. Avez-vous votre carte d'assurance? Avant qu'on ne comprenne la nature du désastre. Ensuite, elle était devenue sauvage, et une collègue chanceuse avait réussi à fuir, verrouillant la porte derrière elle, laissant les autres se débrouiller. Une variante de cette histoire. Personne n'était revenu les aider, trop occupé à affronter sa propre situation. Il était le premier être humain vivant que les mortes voyèrent depuis le début, et les anciennes employées RH étaient affamées. Après tout ce temps, elles n'étaient en plus qu'une membrane de chair tendue sur des os. Leurs jupes traînaient sur le sol, glissées depuis longtemps de leurs hanches squelettiques, et les vestes sombres de leurs tailleurs sensés avaient viré à une teinte encore plus sombre, raidies par des éclaboussures artérielles en dents de scie et des grumeaux de chair. 2 d'entre elles avaient perdu leurs talons hauts à un moment donné, au fil des années, aérées dans la pièce en cherchant une sortie. L'une d'elles portait la même marque de culotte que ses 2 dernières petites amies, avec les fameux bords rouges à volant. Elles étaient crasseuses et déchirées. Il ne put s'empêcher de remarquer le string, malgré les exigences immédiates de la situation. Il avait fait toute une série de réajustements nécessaires, mais l'ancien lui-même ressurgissait parfois. Puis, le nouveau lui-même reprenait le dessus. Il devait les abattre. La plus jeune portait une coupe de cheveux rendue célèbre par une sitcom, racontant les aventures de 3 colocataires, au tempérament incompatible, en quête de fortune dans cette ville blessante. Un super grincheux et un voisin flamboyant complétèrent le casting. Et l'émission figurait encore dans le top 10, incontournable, au moment de la catastrophe. La coupe s'appelait une « Marge », d'après Margaret Halstead, l'actrice délicieusement gaffeuse qu'il avait lancée dans les jours anciens des tapis rouges et des flirts sur les plateaux des talk-shows nocturnes. Elle n'avait jamais rien représenté pour Mark Spitz, trop maigre, mais des légions de jeunes femmes ayant fui leurs villes et bourgs, rabougries pour se réinventer dans la grande ville, s'étaient reconnues dans ses maladresses et avaient fétichisé cette part d'elle. Elles avaient cru aux vieux mensonges de la réussite new-yorkaise. Il leur fallait désormais survivre, traquer l'argent du loyer comme une proie, se nourrir de ramen. Dans les clubs branchés de la semaine et les restaurants aux petites assiettes, des nuées de marge flottaient inévitablement dans les parages.
sirotant des cocktails à la cannelle et riant trop fort. C'est la Marge qui l'attrapa la première, refermant sa mâchoire sur son biceps gauche. Elle ne leva jamais les yeux vers son visage, féroce contre le maillage de ses fatigues, concentrée uniquement sur la viande qu'elle savait dessous. Il avait oublié à quel point ça faisait mal, quand un Skell tentait un bon coup de dent. Cela faisait un moment que l'un d'eux ne s'était pas approché d'aussi près. La Marge ne réussit pas à percer la fibre plastique ultra-technologique. Seuls les imbéciles doutaient du miracle textile de l'ère de la peste. Mais chaque tentative de morsure le fit hurler. Le reste de l'unité Oméga allait bientôt arriver, martelant le sol du couloir. Il entendit un bruit d'éclat de dents. Les nettoyeurs étaient censés rester groupés. Le lieutenant avait été ferme là-dessus, justement pour éviter ce genre de situation. Mais les dernières grilles étaient si calmes qu'ils avaient relâché la vigilance. La Marge était occupée pour l'instant. Leur perception diminuait, prenèrent du temps à comprendre l'inutilité de l'effort. Alors il porta son attention sur le Skell qui fonçait sur lui à 2 heures. Les sourcils broussailleux, l'ombre d'une moustache. Difficile de ne pas reconnaître en celle-là sa prof d'anglais de 6e, Mademoiselle Alcott, qui analysait les phrases avec un accent new-yorkais pâteux et portait des soutiens-gorge coniques d'une autre époque. Elle sentait le jasmin quand elle passait près de son bureau, ramassant les devoirs de vocabulaire. Il avait toujours eu un faible pour Mademoiselle Alcott. Celle-là avait sans doute été infectée en premier. Tout ce qui se trouvait sous ses yeux n'était plus qu'un groin sanglant. La signature visuelle typique de ceux dont le visage s'était enfoncé trop profondément dans de la chair vive. Un jour banal, elle se fait mordre par un taré en remplissant sa boîte de salade dans un lit de quartier, infecté, sans le savoir. Le soir, les frissons commencent, puis les cauchemars légendaires dont tout le monde avait entendu parler, que tous redoutaient. Ces présages, ces rêves dans lesquels le subconscient fouille toute une vie à la recherche d'une issue ou d'une explication à ce piège. Avec les premières souches, on pouvait durer toute une journée avant de basculer. Le lendemain, elle retourne à son bureau parce qu'elle n'a pas pris un jour de maladie depuis des années. Puis, transformation. Parfois, il lui arrivait de reconnaître quelque chose dans ces monstres. Un trait d'un être qu'il avait connu ou aimé, partenaire de labo en 4e, caissière longiligne du mini-marché, petit ami de printemps en junior year, oncle. Il perdait alors la notion du temps, son cerveau bourdonnant sur lui-même. Il avait appris à faire avec, mais à l'occasion, Mark Spitz s'attardait sur des yeux ou une bouche qui appartenaient à quelqu'un de perdu, en quête d'une concordance. Il ne savait pas encore si voir en eux des proches ou connaissances était un avantage ou non. Une adaptation réussie, selon le lieutenant. Quand Mark Spitz y réfléchissait, lorsqu'il bivouaquait le soir dans le loft d'un riche enfoiré ou s'enroulait dans leur sac de couchage sur le sol d'une salle de conférence de Wall Street, peut-être que ces reconnaissances rendaient sa mission plus noble. Il accomplissait un acte de miséricorde. Ces choses avaient peut-être été des gens qu'il connaissait, des presque, des possibles. C'étaient les proches de quelqu'un, et ils méritaient d'être libérés de leur sentence sanglante. Il était un ange de la mort, les aidant à reprendre leur chemin interrompu vers l'au-delà. Pas un simple exterminateur éradiquant des nuisibles. Il tira une balle dans le visage de Mademoiselle Alcott, transformant la ressemblance en nuage de brume rouge, et tout l'air quitta ses poumons. Il s'effondra sur la moquette. Il s'effondra sur la moquette. Il allait mourir ici, comme ça. L'hémorragie de sa mémoire avait vidé tous les souvenirs personnels. Son nom s'évanouissait dans les airs, et bientôt il serait vidé comme eux. La moelle remplacée par ce liquide sombre. La volonté remplacée par le besoin. Le 3e Skell arriva. Il ne l'avait pas vu derrière l'armoire en plastique noir. Ce totem pseudo-moderne contenant des fournitures de bureau. Un endroit évident pour se cacher. Un classique de l'entraînement. Ne jamais ignorer les recoins. Pourtant, il avait baissé sa garde. Peut-être que c'était l'inévitable. Dans son esprit, il se voyait se recroqueviller dans le vide, attendant que ses dents s'enfoncent dans sa peau, attendant la brûlure de la morsure, les spasmes, la noirceur, ce moment de capitulation. Les cheveux de la créature se balançaient comme des serpents gluants. L'étreinte glaciale du destin se refermait sur lui. Il leva les bras par réflexe, frappant le Skell avec le canon de son fusil, qui tournoya d'un quart de cercle, mais rebondit aussitôt, revenant comme si un câble invisible l'avait ramené à sa trajectoire d'origine. Il n'avait pas le temps de se ressaisir. Le 4e Skell bondit, tombant sur lui, et son souffle devint un sifflement prisonnier de sa gorge,
sa cage thoracique comprimée par le poids mort-vivant. Il sentit le crâne osseux heurter le sien, un choc sourd, une étincelle rouge derrière les yeux, et se dit « c'est maintenant ». Il était encore conscient de son propre rythme cardiaque, bien que le sang martelait ses tempes, comme les tambours annonçant une exécution. Il tâtonna son flanc. Le pistolet n'était plus là. Il avait oublié de l'accrocher. Il avait oublié. Pourquoi? Comment avait-il pu? Les dents cherchèrent son visage, son cou, son menton, laborieusement. Et chaque seconde gagnée n'était qu'un sursis. Le fusil était trop encombrant à cette distance, inutile comme un parapluie dans un ouragan. Il était immobilisé sous 2 corps, 3, peut-être 4, les bras pris, les jambes bloquées. Il pensa à tout ce qu'il ne ferait jamais, au goût de la dernière chose qu'il avait mangée, à ce que ça allait faire de sentir sa peau se rompre. Il pensa « je vais me transformer ». C'est alors que la marge, toujours cramponnée à son bras, le relâcha un instant, une simple ouverture. Et il pivota son coude vers elle avec toute la force que lui permettait son épuisement, frappant sa mâchoire, puis poussa de toutes ses forces pour dégager son épaule. Il roula, un genou se libéra. Il reprit une goulée d'air. Il sentit sa main glisser contre un objet, puis le reconnaître. Une lampe de bureau. Il l'empoigna, se redressa sur un coude et frappa le crâne le plus proche avec l'abat-jour métallique. 1 fois, 2 fois, 3. Le métal s'écrasa. L'abat-jour se froissa. Quelque chose se brisa. Le bruit d'un œuf écrasé sous une botte. Quelqu'un criait. Ce devait être lui. Puis des détonations. Il y eut un choc sur son torse. Les silhouettes furent projetées en arrière. Le plafond tournait. Il haletait. Quelqu'un lui tapota la joue. « T'es vivant ?» Gary. Mark Spitz cligna des yeux, ébloui par la lampe frontale de son coéquipier. Il hocha la tête. Le plafond avait retrouvé sa place. Les corps gisaient sur le sol, étalés comme du linge sale. Le bureau des ressources humaines était saturé de l'odeur de poudre, de chair carbonisée et de moquette en feu. Le 4e scale avait été réduit à un masque de cire, et la marge, celle qu'il avait presque eue, s'était écrasée contre une étagère. Son visage disparut dans un mur d'études de satisfaction des employés. « Bordel, mec! Tu deviens distrait !» dit Gary. « Tu veux mourir ou quoi ?» Mark Spitz secoua la tête. J'ai oublié mon arme. Je sais pas comment. Eh ben, Dieu merci, t'as pas oublié ton visage, répondit Gary. Il tendit la main. Mark Spitz l'attrapa, encore haletant, et se releva en titubant. Faut que tu dormes plus, mec. Je te dis, tu tires la tronche d'un vieux cendrier. Mark Spitz lui fit un sourire douloureux. Merci, dit-il. Gary haussa les épaules. Il remit son casque en place, tourna les talons et dit « Viens, il y a encore 2 étages à faire. » Encore 2 étages, les 3 nettoyeurs avançant en tandem méthodique, poussés par cette énergie particulière qui survient après un incident évité de justesse. La gratitude se glisse dans les articulations, lubrifie les mouvements. On croit avoir tout perdu, puis on se retrouve debout, en un seul morceau, et on veut en finir avec la journée. Une fois sortis de l'immeuble, ils firent leur rapport au lieutenant. Ils levèrent les pouces et traînèrent les pieds jusqu'à la porte. Les battants de verre tremblaient au vent, aussi s'ils vérifièrent que les chaînes étaient en place, que les verrous glissaient bien dans les loquets, que le panneau, évacué, confirmé, pendait bien droit sur les poignets, tout comme on leur avait appris. Ils marchèrent envers le nord, dans Duane Street, sur les trottoirs nettoyés de Lower Manhattan. L'averse continuait, grise et directe, comme versée d'un seau lent et massif au-dessus de la ville. De l'eau s'écoulait depuis le parapet d'un immeuble, contournant un gargouillement pour former une cataracte. Les gouttes claquaient sur leurs casques, tapèrent les épaules de leurs combinaisons et dévalèrent les rainures de leurs fusils. L'équipe restait silencieuse. Ils marchaient. Chaque coin de rue était contrôlé. Chaque voiture calcinée et retournée, chaque vitrine défoncée sur leur chemin avait été inspectée au peigne fin, mais ils marchèrent les doigts près de la gâchette, l'instinct dictant leur vigilance. On ne relâche pas la garde. C'est là qu'ils vous attrapent. La zone 1, ou zone 1 comme disaient les soldats d'origines diverses, s'étendait de Canal Street à la base de Manhattan, sur la pointe sud de l'île. Les autres zones viendraient plus tard. Pour l'instant, leur périmètre constituait la première phase de reconquête, la plus sécurisée, la plus prometteuse. Il fallait une base, un cœur, à partir duquel le reste du corps serait régénéré. Lentement, ils avançaient ainsi, bloc par bloc, étage par étage, comme si la ville était une fresque corrompue qu'il fallait gratter pour faire réapparaître les contours sous la suie et le sang. C'était long, mais ça tenait. Ils dépassèrent
la carcasse d'un bus scolaire, de ceux utilisés pour évacuer les enfants, échoué sur le côté et rongé par le feu. Un casque de football s'était fendu sur le trottoir. Gary donna un coup de dent du bout de sa botte, le fit rouler contre une borne d'incendie. « S'ils avaient écouté, dit-il. Qui? Demanda Caitlin. les enseignants, s'ils avaient écouté. » Caitlin garda les yeux fixés droit devant. C'est pas leur faute. Tout le monde paniquait. Personne ne savait. Il y en a toujours qui savent. Dit Gary. Ils continuèrent sans un mot. Au coin de Church Street, ils prirent à droite. Une brise s'engouffra dans la rue, et Mark Spitz sentit la morsure froide s'infiltrer dans ses gants. Le QG n'était plus qu'à quelques blocs. On les attendait, comme toujours. Le scanner optique de Fort Wanton enregistrerait leur retour. Le sifflement de l'air comprimé ouvrirait la barrière intérieure. Et derrière, une tasse de café, une chaise sèche, peut-être un peu de musique. Des voix humaines, qui ne hurlaient pas. Gary chantonnait maintenant. Un vieux tube de hip-hop, remixé et ralenti. Presque une berceuse, il murmurait les paroles pour lui-même, puis les sifflait, déformant le rythme, modifiant la mélodie, jusqu'à ce qu'elle ressemble à un chant funèbre. Les vers flottaient dans les flaques d'eau, dansaient sur l'asphalte. Caitlin lança « Ferme-la !» Gary. Il haussa les épaules, mais s'exécuta. Ils passèrent devant un ancien restaurant éthiopien, les tables encore dressées comme si on allait y servir un plat. Un cendrier rempli de mégots pourrissait sur le comptoir. L'enseigne au néon vacillait dans le vent, comme une langue morte. Au bout de la rue, ils atteignirent la première barrière. Les soldats de la garde saluèrent, mais ne parlèrent pas. Chacun était dans son rôle. Le lieutenant les attendait derrière le second point de contrôle, lisant quelque chose sur un écran, un stylo entre les dents. « Bien joué. » dit-elle en relevant les yeux. Encore un immeuble en moins. Ils hochèrent la tête. Rien à signaler, ou presque. Gary haussa les épaules. Mark Spitz fit un geste vers son bras, là où la morsure n'avait pas percé. Caitlin dit « Juste quelques scales. Un peu de résistance, mais rien de méchant. » Le lieutenant nota quelque chose sur sa tablette. Repos. Briefing demain matin. D'ici là, profitez. Ils saluèrent et entrèrent dans le cœur du camp. Le fort Wanton, bastion de plastique blanc et de béton, s'ouvrait devant eux comme une bulle stérile. À l'intérieur, la vie recommençait, par fragments. À l'intérieur de Fort Wanton, les journées se déroulaient selon les règlements. C'était une routine rationnelle, avec ses horaires, ses alarmes et ses listes de choses à faire. Les uniformes étaient accrochés à des crochets. Les plateaux glissaient sur les rails du mess. Les bottes claquaient sur les couloirs en plastique renforcés. Les travailleurs civils se croisaient, s'évitaient avec des hochements de tête et des gestes discrets, se transmettaient des outils, des clés, des plans. On parlait à voix basse. On riait parfois. Les enfants, dont certains étaient nés après la ruine, et n'avaient jamais connu la lumière fluorescente d'un supermarché, ou le parfum fade d'un centre commercial, couraient dans les allées de tentes et se prenaient pour des héros d'un âge révolu. On surveillait les niveaux d'eau, l'état des générateurs, la température des entrepôts de vivres. Chaque chose avait sa place, son code, son cycle. Mark Spitz pénétra dans le réfectoire, écarta le rideau de plastique et se dirigea vers le distributeur d'eau, alignant son gobelet sous le robinet métallique. Il but lentement, le regard fixé sur les craquelures de la cuve en polycarbonate, comme si les failles racontaient une histoire cachée. Le goût du chlore lui picota la langue. C'était le goût de la sécurité. Des voix flottaient depuis les tables. Un débat sur l'état de l'Illinois. Une rumeur sur une brèche dans la zone ouest. Une blague douteuse sur une dentiste transformée en straggler. Et la manière dont elle continuait, apparemment, à essayer d'arracher les molaires. Le genre d'humour qui servait de soupape. On rit pour ne pas hurler. Il s'installa seul, comme à son habitude. Déposa son plateau. Déchira l'opercule du plat du jour. Poulet reconstitué, pois carottes, purée lyophilisée, et commença à manger mécaniquement. Le repas était tiède, spongieux, sans surprise. Il mâchait sans faim, ses pensées glissaient. Mark Spitz réfléchissait souvent à cette absurdité. Comment une civilisation pouvait s'écrouler si brutalement, et qu'en même temps, les réflexes les plus triviaux revenaient. Une fois la peur immédiate passée, on recommençait à vouloir des choses. Du sel, des draps propres, du savon parfumé, un horaire stable. Le besoin de structure revenait en force. Il voyait dans cette ténacité une preuve de quelque chose de têtu chez l'humain. Pas forcément une grandeur, plutôt une obsession. On ne pouvait pas s'empêcher de recréer, même après l'apocalypse,
Les gens avaient encore envie de se plaindre de la bouffe. C'était un bon signe, peut-être. Il repensa à la marge, à la façon dont ses dents avaient cogné contre la toile de sa veste, à la puissance de sa mâchoire, intacte malgré l'état de décomposition, à ce string rose, resté gravé dans sa mémoire, comme une balise absurde. Elle avait eu un nom, une vie, une boîte mail pleine, peut-être même une playlist. Elle avait dansé, chanté, baisé, et puis, ce jour-là, elle n'était plus qu'un poids sur son bras, une bouche à vide, un morceau de statistique à liquider. Il se sentit soudain nauséeux. Il repoussa son plateau et se leva. Il avait besoin d'air. En sortant de la cantine, il croisa le regard d'un homme assis près de l'entrée, un vieil ouvrier qui dévorait son pain, comme s'il n'en reverrait jamais. Leurs yeux se croisèrent. Il y eut une seconde de silence, puis un hochement de tête. Ce genre de micro-rituel post-catastrophe. Je te vois, t'es vivant, moi aussi. Mark Spitz erra dans le camp, contournant les blocs de tente, les conteneurs d'équipement, les lignes de lavage où les vêtements trempaient sous la pluie. Il s'arrêta un instant sous un abri bâché, écoutant la pluie marteler le plastique tendu. L'eau ruisselait sur son visage, tiède et sale. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Peut-être qu'il attendait un signe que ça allait finir. Peut-être qu'il espérait que ça ne finirait pas. Il avait reçu son surnom dès le début. Dans la première semaine, il s'était barricadé dans un centre commercial. Les stores métalliques étaient descendus, les caisses retournées, les entrées secondaires bloquées avec des frigos et des bureaux arrachés aux zones de service. À l'époque, ce genre de choses fonctionnait encore. On pouvait s'enfermer. Les autres survivants étaient un groupe éclectique. 2 lycéens, une grand-mère et sa petite-fille, un garde de sécurité, un type en short et chemisette hawaïenne qui n'avait jamais dit son nom, et une ex-infirmière. Certains se connaissaient de vue, d'autres pas du tout. Ils s'étaient retrouvés là, par panique, instinct, proximité. Ils avaient tenu bon au milieu de ces mannequins qui les fixaient dans l'ombre, et de la musique d'ambiance qui s'obstinait à jouer, intermittente, comme un battement fantôme. Parfois, une chanson surgissait, dans un coin du magasin, provoquant des frissons. Un air pop enjoué sur la perte et le destin. Et toujours cette odeur d'encaustique et de tissu neuf. Il n'avait pas parlé de lui, pas donné son nom. Il s'était contenté d'aider, porter des choses, renforcer les entrées, partager ce qu'il avait dans son sac. Les autres lui étaient reconnaissants, mais distants. La méfiance était devenue une seconde peau. Un jour, ils avaient dû courir. Une brèche dans le parking souterrain. Un squel avait trouvé une ouverture. Puis un autre. Et encore un. Le garde de sécurité avait été déchiqueté. La petite fille hurlait, et il courait, glissait sur les sols cirés, renversait des rayons entiers dans leur fuite. Il y avait un ruisseau près du centre commercial. Une rivière urbaine, enjambée par un petit pont piéton. Il pleuvait, bien sûr. Tout était mouillé. Les squels arrivèrent de partout. Il fallait sauter. L'eau était noire et rapide. Charriait des sacs plastiques et des feuilles mortes. Des objets de l'ancien monde. Il n'avait pas réfléchi. Il avait sauté. Et il avait nagé. Pas bien, pas élégamment, pas comme un athlète. Il avait brassé, battu des bras comme un forcené, bu la tasse, hurlé, mais il avait atteint l'autre rive. Il avait grimpé sur la berge, les poumons brûlants, la bouche pleine de vase. Et derrière lui, 2 autres avaient suivi son exemple. La grand-mère et le type à la chemise hawaïenne. Les autres, on ne savait pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas osé sauter, peut-être qu'ils s'étaient fait attraper. Quand ils s'étaient retrouvés, plus tard, dans un refuge de fortune, une caserne de pompiers abandonnée, la grand-mère lui avait lancé « T'as nagé comme Mark Spitz ». Et le nom était resté. Il n'avait pas corrigé. Il n'avait pas dit qu'il ne savait presque pas nager, qu'il avait eu peur de l'eau toute son enfance, qu'il n'avait jamais appris à plonger, jamais sauté d'un plongeoir, jamais tenu sa respiration plus de 20 secondes. Il n'avait pas expliqué que c'était la peur qui l'avait fait traverser, pas la technique. Et maintenant, ce nom lui collait à la peau. C'était mieux ainsi. Ce nom était une couverture. Une fiction utile. Il n'était plus l'homme qu'il avait été avant. Il était devenu quelqu'un d'autre. Comme tout le monde. Il avait perdu son vrai nom quelque part dans les premiers jours. Abandonné. Jeté comme un sac trop lourd. Ce n'était plus nécessaire. Dans ce monde, mieux valait être Mark Spitz. Et il s'y était habitué. Il était un élève moyen, pas un sous-performant. Ce mot était trop dur, mais un pratiquant avoué de la doctrine du B. Un B honnête, constant, reproductible. Pas un de ces B obtenus par accident ou par paresse, non. Lui, il les visait. Ils étaient de son terrain,
sa maison. Le B était sûr. Le B signifiait « Tu as compris, mais tu n'as pas perdu ton temps à briller ». Le B disait « Tu es fiable, mais pas prétentieux ». Il n'avait jamais eu à faire face à la pression des A, ni à la honte des C. Il flottait entre les deux, tel un avion en pilotage automatique, toujours à bonne altitude. La loi du B, ça sonnait comme un principe secret d'un ordre obscur. Et peut-être que c'en était un pacte silencieux entre ceux qui comprennent que le monde appartient aux médiocres tenaces. Ce n'était pas un choix par défaut, c'était une décision stratégique. Les A attirent l'attention, on attend trop d'eux, on les regarde chuter. Les C déclenchent l'inquiétude, la surveillance, l'intervention parentale. Mais les B glissent sous les radars. Ils progressent à leur rythme, solide, invisible. Ils sont la moyenne, la fondation. La stratégie avait fonctionné dans l'ancien monde et fonctionnait encore mieux dans le nouveau. Dans les jours qui suivirent la ruine, ceux qui visaient l'excellence, les héros, les leaders naturels, les préparés, avaient brûlé les premiers. Ils s'étaient élancés vers l'action avec un feu dans le cœur, et ce feu avait attiré les bêtes. Ils étaient morts dans des éclats de bravoure, sous les décombres ou dans la flamme. Mark Spitz avait observé ça avec horreur, puis compréhension. Il n'était pas fait pour mener, il était fait pour durer. Il ne prenait pas de risques inutiles. Il ne se précipitait pas. Il ne traînait pas non plus. Il avançait, lentement, avec constance. Il faisait ce qu'il fallait. Il surveillait ses angles, respectait les protocoles, couvrait ses coéquipiers. Il n'avait jamais brillé dans une opération, jamais été décoré, mais il était encore là. Et dans ce monde, c'était déjà tout un exploit. Même au Fort Wanton, il restait un B. Il n'était pas du genre à se porter volontaire pour les missions les plus risquées, ni à se cacher derrière les autres. Il suivait les ordres, il cochait les cases. Chaque bâtiment évacué, chaque étage nettoyé, était une note de plus dans son bulletin post-apocalyptique. La plupart des gens qu'il croisait ne connaissaient pas son vrai nom. Ils ne savaient pas qu'il avait été un étudiant moyen dans une université correcte, qu'il avait travaillé dans une boîte quelconque avant l'effondrement, qu'il n'avait jamais quitté la côte Est. Pour eux, il était Mark Spitz, un surnom hérité d'un malentendu, devenu identité. Ça lui convenait. Il avait parfois envie de leur dire « Je n'ai jamais été un héros. Je n'ai jamais été brillant. J'ai juste été là. Mais à quoi bon? Dans ce monde, être là, c'était déjà plus que beaucoup. C'était peut-être même suffisant. Les stragglers étaient une race à part entière. On ne savait jamais quand on en trouverait un. Ils n'avaient de rien à voir avec les Skell, ces créatures voraces qui font scène sur vous dès qu'elles captaient une trace de vie, animées par un instinct de chasse aussi vieux que les marées. Les stragglers, eux, ne bougèrent pas. Ils étaient figés, pétrifiés dans un moment figé d'avant. Un geste, une habitude, un lieu. Ils se figeaient là et restaient, longtemps après que le monde ait cessé d'exiger quoi que ce soit. On en trouvait un dans une laverie, un bras tendu vers le bouton de la machine à laver, sans jamais l'atteindre. Un autre, debout derrière le comptoir d'un café, les mains figées autour d'une tasse vide, attendant un client qui ne viendrait jamais. Parfois, ils se tenaient au milieu d'un couloir de bureau, face à une porte fermée, ou dans les cabines d'essayage des magasins, comme s'ils attendaient de voir leur reflet dans la glace. Il y avait cette femme, à la réception d'un cabinet de dentiste, le combiné du téléphone collé à l'oreille, un sourire figé dans le vide, ou cet homme assis sur les toilettes, les pantalons aux chevilles, les yeux perdus dans la lumière du néon, comme s'il avait oublié ce qu'il faisait là. Dans un salon de coiffure, ils avaient retrouvé une silhouette figée devant un bac à shampoing, les doigts tremblants, toujours prêts à masser un cuir chevelu disparu. C'étaient ceux-là, les stragglers. Les soldats les appelaient les statues. Les civils, les rêveurs. Les psychologues mandatés par Buffalo n'étaient pas d'accord sur leur nature. Certains pensaient que c'était une forme de maladie mentale aggravée par le virus. Une sorte de catatonie extrême, où le corps était contaminé, mais pas l'élan. D'autres y voyaient un résidu d'humanité, un reste de mémoire qui refusait de lâcher prise. Une routine si profondément ancrée qu'elle survivait même à la mort. Mark Spitz n'était pas philosophe. Il les appelait les figés. Comme beaucoup, ils ne le dérangeaient pas vraiment. Ils étaient inoffensifs. On pouvait les contourner, les observer. Certains les ignoraient, mais à la fin, il fallait les abattre. C'était la règle. Les équipes de nettoyage apposaient une étiquette verte sur les stragglers repérés, et une autre escouade passait plus tard pour les désactiver. C'était le terme officiel.
désactivé, pas tué. On ne tuait pas un straggler, pas selon les mots de Buffalo. On mettait fin à un processus. On effaçait une erreur. On ajustait la machine. Un tir propre, silencieux, dans la nuque. Mark Spitz avait participé à plusieurs de ces missions. Il se souvenait de la première fois, un vieil homme dans un pressing, debout derrière une rangée de costumes plastifiés, sa main tendue vers une veste bleue. Il avait l'air triste, ou fatigué, ou peut-être que c'était son imagination. Le silence était lourd dans la pièce, étouffant. Il avait visé, tiré. La silhouette s'était effondrée comme un pantin à qui on a coupé les fils. Après cela, il avait pris l'habitude de ne pas trop regarder leur visage. Il visait entre les épaules, légèrement incliné. Il préférait ne pas penser, juste faire le nécessaire. Certains des nouveaux avaient du mal. Ils posaient des questions. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'on ne pouvait pas les laisser? Mais à long terme, tout le monde comprenait. Il fallait nettoyer, il fallait purger. C'était ça, reconstruire. Ce n'était pas une guerre contre les morts. C'était une guerre contre ce qu'ils laissaient derrière eux. Ils avaient perdu le monde. Le monde était mort. Et ce qui restait derrière, c'était ça, cette imitation maladroite. Ce décor bâclé monté à la hâte par des figurants terrifiés, des reproductions en carton-pâte de tout ce qui avait autrefois été solide, des institutions, des souvenirs, des gestes vides. Il y avait toujours des routines, des horaires, des postes de travail, des repas standardisés, mais tout sonnait creux, le son des jours frappant contre les parois d'une coquille vide. Mark Spitz, comme les autres, était hanté par la nostalgie. Pas la nostalgie heureuse, douce, douceâtre, celle que les gens utilisaient pour justifier des conneries comme les réunions d'anciens élèves ou les pubs rétro. Non, la sienne était une douleur vive, un venin lent, une silhouette grise assise dans un coin de son esprit, les bras croisés, qui le fixait sans ciller. Ce n'était pas tant ce qu'il avait perdu que ce qu'il ne pouvait plus nommer. Ce qu'il regrettait le plus, les choses minuscules, le bruit d'un métro en approche, cette montée de vent dans le tunnel, l'odeur du pain grillé dans un appartement étranger, les interférences d'un micro au début d'un concert, un message sur répondeur, une bribe de chanson captée dans un magasin, un texto inachevé, un t-shirt trop grand qu'il avait toujours gardé, les gouttes d'eau sur la vitre d'un bus, le visage d'une fille qu'il avait embrassée une seule fois. Tout ça formait une constellation absurde, disloquée, et pourtant fondamentale. Voilà ce qu'ils avaient perdu, pas seulement les villes, les avions, les banques, les chaînes de fast-food, pas seulement les concerts, les autoroutes, les matchs, les soldes du vendredi. Ce qu'ils avaient perdu, c'était la capacité d'oublier. C'est cela, pensait-il, que la ruine avait vraiment pris. Le droit d'être distrait, de ne pas avoir à se souvenir tout le temps. Avant, l'oubli faisait partie du quotidien. On perdait ses clés, on oubliait un anniversaire, on laissait filer des mots sans importance. Maintenant, tout était chargé. Chaque objet, chaque nom, chaque son, chaque souvenir portait le poids d'un monde effondré. Il n'y avait plus rien de banal, plus rien de léger. Même le silence était dense, prêt à imploser. On ne pouvait plus s'accrocher à quoi que ce soit sans que ça se transforme en douleur. Un trottoir ensoleillé pouvait déclencher des larmes. Une chanson surgie d'un vieux haut-parleur pouvait ramener une famille entière, disparue. Une marque de savon dans une salle de bain pillée pouvait faire plier les genoux. La mémoire était un champ de mine, et la nostalgie, une malédiction. Mark Spitz savait qu'il valait mieux avancer, ne pas regarder derrière. C'était ce qu'ils disaient tous, mais parfois, dans l'obscurité, entre deux missions, dans un instant de calme rare et fragile, il se laissait aller, il se souvenait, il sentait son cœur se contracter, il laissait venir le poids, l'ombre, le vertige, puis il se reprenait, il levait les yeux, il reprenait son fusil, et il continuait. Au Fort Wanton, la journée commençait avec la sirène, une longue plainte mécanique, vibrante, qui fendait l'air humide de l'aube comme une lame en acier rouillé. Elle se levait dans le ciel gris, rebondissait sur les bâches tendues entre les tentes, s'écrasait contre les façades vides des immeubles environnants. Ce n'était pas un cri d'alarme, pas une panique, juste une annonce. Un autre jour commence. Encore un. Mark Spitz ouvrit les yeux, clignotant face à la lumière pâle qui filtrait à travers la toile. Il avait dormi d'un seul œil, comme toujours. Même dans ce semblant de sécurité, le corps restait en alerte, prêt à bondir. La fatigue était une compagne fidèle, mais il avait appris à vivre avec. Il se redressa, enfila ses bottes encore humides, attrapa son sac. Il rangea ses affaires avec des gestes routiniers,
presque tendre. Le silence du matin était percé par des bruits familiers. Le cliquetis des boucles, le froissement des tissus, les raclements de gorge, les halètements courts d'un cauchemar mal digéré. Dehors, les membres des autres unités se rassemblaient lentement, les visages froissés, les mouvements lents mais décidés. Les équipes de support préparaient le petit déjeuner sous une tente, alignant les plateaux de plastique, les sachets de bouillie énergétique, les bouteilles d'eau. Un soldat distribuait des rations avec un sérieux presque comique, comme si chaque morceau était une relique. L'odeur fade du café instantané flottait dans l'air, mêlée à celle de la sueur séchée, du métal et du plastique chauffé. Caitlin et Gary attendaient déjà près du point de rendez-vous, adossés à un conteneur. Gary mâchait quelque chose qui ressemblait vaguement à une barre protéinée, ses dents brisant le sucre compact à chaque bouchée. Caitlin fixait l'horizon, son arme suspendue à l'épaule, les traits tirés mais fermes. Elle faisait toujours cet effort de donner l'impression de contrôle, de maîtrise. Mark Spitz l'admirait pour ça, en silence. « On dirait que t'as dormi dans un conduit d'aération », lança Gary en le voyant approcher. « Peut-être que c'était le cas, » répondit Mark Spitz. Gary haussa les épaules. Il prit une dernière bouchée de sa barre, jeta l'emballage dans un seau, puis enfila son casque. Leurs gestes étaient synchronisés, nés d'une répétition quotidienne, d'une mécanique rassurante. Vérification des chargeurs, test des lampes, alignement des sangles, tout devait être prêt. À l'extérieur, la ville n'offrait pas de seconde chance. Le lieutenant leur fit signe. L'unité Oméga s'avança. Elle leur tendit une tablette recouverte de plastique, indiquant leur zone du jour. Un immeuble administratif sur Hudson Street, 15 étages. Signalement de stragglers possibles au dernier étage. Rien de confirmé. Retour prévu dans 7 heures, dit-elle. D'autres unités quadrillant les alentours. Vous avez un canal d'urgence. Pas d'écart. Si vous trouvez une source d'eau potable, signalez-la. Même une fontaine. Des questions? Personne ne parla. Le silence n'était pas une absence. C'était une forme d'accord. Le lieutenant hocha la tête, tapa du doigt contre la tablette. En avant alors. Ils sortirent du fort par la porte sud. Le sas s'ouvrit lentement, dans un chuintement d'air comprimé. La lumière du jour, terne et brumeuse, les accueillit comme un animal endormi. Ils franchirent la ligne de sécurité, leurs bottes s'enfonçant légèrement dans l'asphalte détrempé. Devant eux, la ville les attendait. Le ciel était bas, le vent charriait des feuilles mortes, des papiers froissés, des sacs en plastique aux logos effacés. Un mât de drapeau grinçait dans le vide, à chaque coin de rue. L'ombre d'un souvenir, un vélo couché contre un lampadaire, une paire de lunettes de soleil écrasées sur le trottoir, un journal collé au sol, figé dans la pluie depuis des mois, dont les gros titres hurlaient encore des choses absurdes, déconnectées, rien ne bougeait. Ils marchaient en silence, dans une formation souple. Gary ouvrait la marche, Caitlin fermait la marche. Mark Spitz était au centre, balayant les fenêtres du regard, notant les ouvertures, les dangers potentiels. Il connaissait cette rue, ou croyait la connaître. Tout le monde connaissait un coin de Manhattan, même les gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Ce quartier-là avait appartenu à quelqu'un autrefois, un comptable, une serveuse, un couple de jeunes architectes. Maintenant, il était à eux, juste pour un jour. Puis il retournerait au silence, à l'attente, à cette suspension étrange entre le monde d'avant et ce qui pourrait venir. Et l'unité Oméga continua d'avancer. L'immeuble avait abrité le siège d'une compagnie d'assurance avant la chute. Un géant du secteur, jadis, avec des publicités diffusées pendant le Super Bowl et des slogans devenus proverbes. Des mascottes à tête d'animaux, des jingles inoubliables, des bureaux à l'international. À présent, c'était juste un autre tas de béton à nettoyer, un autre squelette de verre et de métal dans le cimetière vertical de la Zone 1. L'unité Oméga entra par le hall principal, leurs pas résonnant sur le marbre craquelé. Des plantes mortes s'effondraient dans leur peau, les feuilles réduites à un voile sec, d'un brun poussiéreux. Les ascenseurs étaient figés à différents étages. L'écran d'affichage clignotait encore. Bienvenue chez McDowell en partenaire. Un avenir assuré. Caitlin marmonna. J'espère qu'ils avaient prévu une clause fin du monde. Ils prirent les escaliers, 15 étages. Les premières volées passèrent vite, marquées de graffitis hâtifs, de slogans apocalyptiques, de blagues gribouillées à la va-vite. Assure ça, enfoiré sur un mur, au marqueur noir. Un portrait grossier de la mort, armé d'une faux et d'un attaché-case. Chaque étage était inspecté selon le protocole. Lumière, progression lente, pièce par pièce,
marquage à la craie sur les cadres de porte. Gary chantonnait doucement. Il faisait toujours ça. Un bourdonnement à peine audible, un ancien morceau de hip-hop, une rengaine stupide. Peu importe, c'était sa façon de remplir le silence. Au 9e et 10e étage, rien. Des bureaux désertés, des écrans noirs, des documents éparpillés comme des feuilles d'automne. Ils trouvèrent un bocal de bonbons sur un bureau, recouvert de poussière. À côté, une note griffonnée. Pour les clients. Mark Spitz en prit un, sans savoir pourquoi, le glissa dans sa poche. Au 12e, ils tombèrent sur le straggler. C'était une femme, figée debout au milieu d'un bureau d'angle. Elle portait une jupe grise, un chemisier blanc, des escarpins. Sa coiffure tenait encore, vaguement. Elle tenait une agrafeuse à la main. Son regard était tourné vers la fenêtre, comme si elle observait un horizon lointain, ou quelque chose d'autre. Il y avait une sérénité dérangeante dans sa posture. Elle ne tremblait pas, ne gémissait pas, juste là, suspendue. Mark Spitz s'arrêta sur le pas de la porte. Il sentit le poids familier dans son estomac. Pas de peur, pas de pitié, une fatigue existentielle. Encore un. Il s'approche lentement. L'odeur était familière. Poussière, cuir, décomposition ancienne. Elle était là depuis longtemps. Tag. Dit Caitlin en tendant l'étiquette verte. Gary la colla sur le cadre de la porte, au-dessus du mot « cadre », inscrit en lettres capitales sur une plaque en laiton. Une flèche dessinée à la craie indiqua la direction, avec la date, l'heure, les initiales de l'équipe. Ils reculèrent, pas d'engagement, pas tout de suite. Les stragglers étaient traités séparément. Mark Spitz jeta un dernier coup d'œil. L'agrafeuse était rouillée. Ses doigts s'y refermaient toujours avec délicatesse. Il se demanda ce qu'elle avait essayé d'agrafer. Un rapport? Une note? Une feuille de congé? Il se retourna et suivit les autres. Ils finirent les 3 derniers étages dans un silence alourdi. Pas de Scales, pas de bruit. Juste le soupir du vent à travers les vitres brisées. Les grincements des tuyaux desséchés. Au 15e, ils ouvrirent le toit. La ville s'étalait devant eux, floue sous une pluie fine. Les gratte-ciel noyés dans la brume. Une ville de fantômes. Nettoyé. Dit Caitlin. Gary griffonna sur sa feuille plastifiée. Mark Spitz resta un instant face au vide, le regard perdu dans les ruines. Il pensait à la femme à l'agrafeuse, à ce qu'elle avait été, à ce qu'il était devenu. Puis il referma la porte. La descente était plus facile. Elle l'était toujours. Le poids quittait les jambes, le souffle se stabilisait. Le travail était fait, ou presque. Il suffisait de redescendre au niveau de la rue, passer le sas, scanner les badges, enregistrer le retour, et voilà, un immeuble de plus rayé de la carte des ténèbres. Ils descendirent en silence, les bottes cognant contre le béton, leurs ombres s'étirant sur les murs sales. Par habitude, ils jetaient un dernier coup d'œil dans les cages d'escalier, aux paliers, aux placards techniques, même s'ils savaient déjà que c'était clair. C'était dans les gestes, on ne relâchait jamais, on n'oubliait jamais. C'était comme ça qu'on restait en vie. Dehors, la pluie tombait toujours, une bruine épaisse, régulière, qui plaquait les cheveux au front et dessinait des traînées sombres sur les pare-brises fêlés. Le quartier n'avait pas changé pendant leur absence. Les rues restaient désertes. Les feux de circulation continuaient à passer du rouge au vert sans témoin, comme s'ils attendaient encore que quelqu'un respecte leurs lois. Gary alluma une cigarette en abri sous un auvent. Caitlin lui lança un regard, mais ne dit rien. Elle se contenta de marcher, resserrant la lanière de son sac. Mark Spitz, lui, avançait lentement. Il regardait les fenêtres. Il aimait ça. Il ne savait pas pourquoi. Chaque vitre racontait une histoire qu'il ne connaîtrait jamais. Derrière l'une, il aperçut le coin d'un rideau fleuri, un meuble renversé, une lampe cassée. Une autre fenêtre n'était qu'un rectangle noir, dévoré par la moisissure. Plus loin, une plante, encore verte, dans un pot de céramique. Quelqu'un l'avait arrosée jusqu'au bout, peut-être même après que tout ait commencé. Ils passèrent devant un café, les tables toujours en place, les chaises empilées, les tasses retournées. Un tableau noir annonçait le menu du jour, à la craie. Quiche du chef, salade verte, thé glacé maison. Un instant, Mark Spitz crut sentir l'odeur du pain chaud. Mais c'était un souvenir, rien de plus. On rentre? Dit Caitlin. Ils bifurquèrent dans une rue transversale. Le fort Wanton se devinait au loin. Silhouette grise et carrée, au milieu des ruines. Un bastion de plastique blanc et de grillage. Un point fixe dans un monde fluide. Mark Spitz pensa à la reconstruction, à ce mot que tout le monde répétait, comme un mantra. Reconstruire, recommencer, rétablir. Mais il se demandait, quoi exactement? Il posait des murs, plantait des drapeaux,
dresser des cartes. Mais derrière les apparences, que restait-il? Ce n'était pas la ville qu'il avait connue, pas vraiment. C'était une réplique, un théâtre, une illusion de stabilité, un fortin dans une mer de cendres. Il ne voulait pas être cynique. Il comprenait l'élan, le besoin de croire que tout cela servait à quelque chose. Il y croyait lui aussi. Certains jours, quand il croisait un enfant dans le camp, quand il entendait une chanson, ou qu'on lui racontait une blague. Mais parfois, comme maintenant, il doutait. Peut-être que ce monde ne pouvait pas être reconstruit. Peut-être qu'il fallait le laisser derrière. Peut-être qu'il fallait autre chose. Il ne dit rien. Il suivit les autres, le dos courbé sous la pluie, les yeux sur le béton. Ils franchirent la première barrière. Présentèrent leur badge à un soldat qui ne leva même pas les yeux. Ils passèrent le sas, où l'air comprimé souffla sur eux un nuage de désinfectant. Puis, ils furent dans l'enceinte. Lumière blafarde, bâche tendue, écran portable, voix humaine. Gary fit un geste de la main et disparut dans la direction des douches. Caitlin s'éloigna vers le point de transmission. Mark Spitz resta un moment là, immobile, sous la lumière halogène. L'eau dégoulinait de son visage. Il cligna des yeux. Un immeuble de plus, une journée de plus, un souvenir de plus. Il soupira, puis il alla poser son rapport. Il fut un temps, pas si lointain, où il avait été un simple civil. Ce qu'ils appelaient, dans le jargon militaire, les jours civils. Une expression douce, presque nostalgique, comme une couleur passée sur une vieille photo. Pendant les jours civils, il n'avait ni uniforme, ni affectation, ni protocole. Il avait une valise, un pull trop usé, une brosse à dents. Il avait une direction vague, une succession de destinations temporaires, toujours plus incertaines. Il avait erré d'abri en abri, suivant la rumeur, les affiches froissées, les promesses griffonnées sur les murs. Rassemblement à l'église du Sacré-Cœur, poste de secours au lycée Roosevelt, convoi au lever du jour, dernière chance. Parfois, il arrivait trop tard, parfois c'était un piège, un entrepôt vide, des cadavres, des cris étouffés. Il repartait, il continuait, à pied, souvent, parfois à vélo, jusqu'à ce qu'il crève. Une fois, il avait conduit un pick-up pendant 3 heures, avant qu'un barrage de carcasses ne le bloque. Il avait laissé les clés sur le contact, au cas où. Il dormait là où il pouvait, par terre, sous des tables, dans des fossés. Une fois, dans une cabane à outils, il se souvenait de l'odeur de l'huile, de la pluie sur le toit en tôle. Il avait appris à dormir par à-coups, l'arme contre sa poitrine, l'oreille tendue à chaque bruit. Il avait perdu la notion du temps. Des jours passaient, sans qu'il sache quel jour on était. Lundi, vendredi, ça n'avait plus d'importance. Il mangeait ce qu'il trouvait, conserves ouvertes à coups de pierre, barres de céréales moisies, eau de pluie filtrée dans une chaussette. Il avait appris à ignorer la faim, à apprivoiser la fièvre. Il avait été malade, il avait guéri, ou presque. Son corps était devenu un outil. Rien de plus, une chose à entretenir, à faire durer. Il croisait d'autres survivants. Parfois, ils se joignaient à lui. Parfois non. Il avait appris à ne pas trop s'attacher. Les visages défilaient, des noms qu'il oubliait. Des histoires racontées à la lumière d'une bougie. Des confidences murmurées entre 2 pas. Puis, un cri dans la nuit, du sang, le silence, et à nouveau, la route. Il n'y avait pas encore de zone sécurisée, pas de Fort Wanton, pas d'organisation. Il y avait le chaos, le règne des Skell, les stragglers dans les ruines, l'odeur de la peur partout, enracinée dans les briques, incrustée dans les vêtements. C'était une époque grise, et pourtant, il y repensait parfois avec un frisson étrange. C'était brut, pur, sans illusion. Puis, il avait été trouvé, recruté, évalué, formé, intégré. On lui avait donné un uniforme, un numéro, une unité. On lui avait donné une fonction, nettoyeur, équipe Oméga, un immeuble après l'autre, une procédure, une routine, une mission. Il se souvenait de son premier bâtiment en tant que nettoyeur. La peur était toujours là, mais canalisée, encadrée. Il y avait des gestes à suivre, une ligne à respecter, une autorité à qui rendre compte. Il se sentait pour la première fois depuis longtemps à sa place. Mais parfois, quand la ville était trop calme, quand le silence devenait trop dense, il se surprenait à regretter la sauvagerie des jours civils, le désordre, l'imprévu, la sensation d'être vraiment vivant parce qu'on pouvait mourir à tout instant. Aujourd'hui, il ne savait plus ce qu'il préférait. Il avançait, c'est tout. Ça avait commencé par les fissures habituelles dans la narration, des histoires étranges dans les marges, des articles en bas de page, une vidéo floue prise avec un téléphone dans une banlieue inconnue. Quelque part au sud, une femme aux yeux vitreux attaquant un enfant dans un centre commercial.
Un chauffeur de bus mordant ses passagers. Une rumeur sur un virus. Une mutation. Une toxine. Personne ne savait. On riait. On s'indignait. On oubliait. Les journaux publiaient des éditoriaux prudents, appelant au calme, soulignant que la peur était plus contagieuse que la maladie. Les talk-shows débattaient, un spécialiste contre un autre, un sceptique contre un alarmiste, et au milieu, un animateur souriant qui faisait tourner les projecteurs. Le gouvernement parlait de situation sous contrôle, de mesures ciblées. La machine médiatique s'engraissait de cette nouvelle matière. Puis les choses ont commencé à changer, lentement. Un quartier mis en quarantaine, une autoroute fermée, un vol annulé, un hôpital submergé. Des mots nouveaux apparaissaient, glissaient dans les conversations. Infection, symptômes neurologiques, transmission interhumaine. Les rires devinrent plus nerveux. On regardait par-dessus son épaule dans la rue. On vérifiait les poignées de porte 2 fois, mais la vie continuait. Le lundi, on allait au travail. Le mercredi, on allait au cinéma. Le samedi, on faisait les courses. On voulait croire que tout allait rentrer dans l'ordre, que les scientifiques allaient trouver un remède, que la police allait contenir les foyers. On voulait croire que les experts savaient ce qu'ils faisaient. Mark Spitz se souvenait de la dernière fois où il s'était senti vraiment en sécurité. C'était dans un café. Il buvait un latte brûlant, lisait un article sur son téléphone. L'article parlait de la progression du virus dans le Midwest. Il avait levé les yeux, vu une femme traverser la rue avec un sac de courses. Un enfant courant derrière elle. Le monde semblait intact. Même le vent était doux. Il avait souri. Il avait rebaissé les yeux. Une semaine plus tard, la ville brûlait. Les routes étaient bloquées. Les magasins pillés. Les hôpitaux transformés en abattoirs. Les gens fuyaient à pied, en voiture, à vélo, en charrette, dans des camping-cars, des voitures de location, des bus volés. Ils emportèrent des sacs trop lourds, des enfants endormis, des souvenirs. Le monde s'effondrait, lentement, méthodiquement, comme une grue démontant un immeuble étage par étage. La société n'était pas tombée d'un coup. Elle avait glissé sur sa propre suffisance, sur sa foi en sa résilience. Elle s'était enlisée dans l'inertie. Même quand il était trop tard, beaucoup avaient attendu des instructions, des ordres, des réponses. Rien n'est plus dangereux qu'un citoyen discipliné dans un monde en ruine. Et alors, ce fut le silence. Les voix disparurent, les lumières s'éteignirent, la ville cessa de vibrer. Mark Spitz se retrouva seul, ou presque, dans une mégalopole de pierre et d'acier. Une tombe géante. Il s'adapta. Il marcha. Il apprit à survivre, à lire les ombres, à deviner les trajectoires, à tuer. Et maintenant, il était là, dans l'uniforme d'un nettoyeur, avec un fusil, avec une mission. Mais parfois, au fond de lui, il pensait encore à ce latte, brûlant, entre ses mains, à cette femme, au sac de course, à l'enfant qui courait, insouciant. Et il se demandait, à quel moment exactement, tout s'était brisé. La peste avait rendu beaucoup de gens fous, pas les infectés. Ça, c'était autre chose. Pas ceux qui se transformaient, pourchassaient, mordaient, dévoraient. Eux, au moins, avaient une logique propre, un système de fonctionnement, un programme viral, une explication biologique. Non, il s'agissait des autres. Ceux qui avaient survécu, ceux qui étaient restés humains, du moins en apparence. Il parlait seul. Il répétait les mêmes phrases en boucle, comme s'il récitait une prière oubliée. Il s'habillait avec des uniformes de pompiers ou de policiers volés dans des casernes désertes et patrouillait dans des quartiers vides, distribuant des amendes imaginaires, dirigeant une circulation fantôme. Certains construisaient des musées à ciel ouvert, avec des objets récupérés, racontant à des visiteurs invisibles l'histoire d'un monde effondré. D'autres se proclamaient rois de territoires en ruine, se fabriquaient des couronnes avec des cintres et régnaient sur des trônes de pneus. Certains devenaient silencieux, ils ne parlaient plus, ils ne répondaient plus, ils fixaient l'horizon, comme s'ils attendaient un message que seuls eux pouvaient entendre. Ils s'asseyaient dans des maisons vides, allumaient des bougies, dressaient de la table et attendaient. On appelait cela le syndrome de la ruine, ou plus simplement le choc. Les experts de Buffalo avaient tout un vocabulaire, des catégories, des manuels, des termes techniques pour tout cela. Mais les nettoyeurs n'avaient pas besoin de noms. Ils voyaient, ils savaient. La ruine faisait des trous dans l'esprit, dans le cœur, dans la mémoire. Tout le monde était touché, à des degrés divers. Mark Spitz pensait souvent à cela.
Il se demandait où il se situait sur cette échelle invisible. Était-il encore entier, ou était-il lui aussi devenu un pantin articulé par les automatismes? Un homme mécanique dans un décor écroulé, il faisait ce qu'on lui disait. Il nettoyait, il cochait les cases, il mangeait, il dormait, il se levait. Il avait vu des coéquipiers craquer, en pleine mission. Un jour, un gars avait tiré dans une vitrine de magasin de jouets, hurlant que les poupées l'observaient. Une autre fois, une femme s'était mise à chanter « Happy Birthday » en boucle pendant tout un étage, la voix brisée. Elle ne se souvenait même pas de qui était censé fêter son anniversaire. Et il y avait ceux qui devenaient froids, vides, qui ne réagissaient plus à rien, même pas à la mort, même pas à la douleur. Des corps fonctionnels, privés d'émotion, traversant les jours comme on traverse un couloir sans lumière. Mark Spitz avait peur de devenir comme ça. Il se surveillait. Chaque soir, il se posait des questions simples. Qu'est-ce que j'ai ressenti aujourd'hui? Est-ce que j'ai ri? Est-ce que j'ai eu peur? Si la réponse était non, il s'inquiétait. Il se forçait à penser à quelque chose, à quelqu'un. Il se forçait à se souvenir. Il se disait que c'était ça, la vraie infection, pas celle qui faisait pourrir la peau et affamait les entrailles. Non, l'autre, celle qui rongeait lentement l'âme, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était celle-là qu'il redoutait le plus. Le lendemain, on leur assigna un bâtiment qui ne rentrait pas dans le schéma habituel. Il était plus ancien que la plupart de ceux qu'ils avaient nettoyés jusqu'ici, avec des moulures ouvragées au-dessus des fenêtres, un porche d'entrée en pierre fendue, des balustrades en fer forgé nouées de lierre mort. Il avait un air d'abandon plus intime, plus personnel, comme si la solitude y avait élu domicile bien avant la ruine. Le genre d'endroit qui abritait autrefois une clinique privée, ou peut-être une société de placement haut de gamme, trop petit pour être un siège social, trop raffiné pour être une simple succursale. Mark Spitz le sentit dès qu'il franchit le seuil. Quelque chose n'allait pas. C'était dans l'air, dans la lumière trouble filtrée à travers les stores cassés, dans l'odeur stagnante de papier humide, de moisissures anciennes et de quelque chose d'autre, plus amer, plus métallique. Caitlin ouvrait la marche, elle se pencha dans un couloir, leva le poing pour ordonner un arrêt. Le silence était plus épais ici, un silence qui ne venait pas simplement de l'absence de bruit, mais d'un genre de poids, d'un enfoncement, comme si les murs eux-mêmes s'étaient refermés sur ce qui s'y trouvait. « J'aime pas ça », murmura Gary. « Tu dis ça à chaque fois. » répondit Caitlin sans se retourner. « Ouais, mais là je le pense. » Ils montèrent prudemment, étage par étage. Le bâtiment ne faisait que 6 niveaux, mais il semblait plus haut, comme s'il s'étirait avec chaque pas, comme si les escaliers s'allongeaient discrètement sous leurs pieds. À chaque palier, Mark Spitz notait les détails, les photos fanées au mur, les plantes mortes, les restes d'un pot de départ abandonné, serpentin flétri, une boîte de gâteaux éventrée, un chapeau de fête en carton imbibé de fuite. Il y avait eu du monde, ici. Des gens avaient ri, travaillé, déjeuné ensemble dans les salles de réunion. Puis ils étaient repartis, ou ils n'étaient jamais partis. Au 5e étage, ils tombèrent sur un cadavre. Pas un skell, pas un straggler. Juste un corps sec, couché sous un bureau, recroquevillé sur lui-même, les bras autour des genoux. Aucun signe de morsure, pas d'éclaboussure. Juste mort, paisiblement. Peut-être un arrêt cardiaque, ou un abandon de vivre. Ils ne parlèrent pas. Gary lui ferma les yeux. Ils atteignirent enfin le dernier étage. La porte était fermée. Contrairement à toutes les autres, celle-ci était intacte. Aucune trace de forçage. Pas de sang. Une serrure brillante, polie, comme si quelqu'un l'avait récemment huilée. Caitlin essaya la poignée. Verrouillée. Ils échangèrent un regard. Pas besoin de mots. Mark Spitz se positionna, arma son fusil. Gary sortit un pied de biche. Caitlin compta silencieusement jusqu'à 3, puis, craquement. La porte s'ouvrit. Et l'odeur jaillit comme un cri, pas le genre d'odeur qu'on s'habitue à sentir. Même après tout ce temps, même après des semaines à fouiller les entrailles de Manhattan, cette odeur-là gardait son pouvoir. Une saturation, une invasion, elle collait à la gorge, aux dents, à l'âme. Ils entrèrent. La pièce était sombre, les volets s'étiraient, mais on distinguait des formes, des corps, assis autour d'une table de conférence, alignés, fixant le mur du fond, immovés, certains en costume, d'autres en tailleur, tous secs, morts depuis longtemps. Et pourtant... Ce sont des stragglers, dit Caitlin à mi-voix. Mark Spitz hocha lentement la tête. Il s'approche. Les silhouettes ne bougeaient pas.
L'une d'elles tenait encore un stylo. Une autre avait la main levée, comme si elle allait poser une question. L'écran du projecteur était toujours baissé, vierge, craquelé, au sol. Un PowerPoint jauni. C'était une réunion. Une réunion qui n'avait jamais pris fin. Il s'éloigna lentement. Un frisson glacé dans le dos. Quelque chose, dans cette pièce, survivait. Quelque chose d'invisible. Une tension, une attente suspendue. Un fragment d'ordre. Comme si les morts avaient refusé de quitter leur poste. On marque Dit Kathleen. et on s'en va. Gary ne protesta pas. Ils posèrent les étiquettes, refermèrent doucement la porte et descendirent, sans se retourner. Ils ne parlèrent pas sur le chemin du retour vers le complexe. Les mots restèrent coincés quelque part. Non pas dans la gorge, mais plus profondément, dans cet endroit sans nom, situé entre la mémoire et l'instinct, là où se loge la certitude que certaines choses ne doivent pas être dites. Le monde extérieur leur semblait plus silencieux qu'avant, comme si le bâtiment les avait contaminés. Même la pluie semblait plus discrète, glissant sur leurs casques sans oser frapper. Les ruelles qu'ils traversaient paraissaient rétrécies, étirées, altérées, comme si la ville se repliait sur elle-même pour garder le secret de cet étage clos. Mark Spitz marchait en dernier, observant ses coéquipiers devant lui. Kathleen avait le dos plus raide que d'habitude. Gary, lui, gardait la tête baissée, son fusil pendant le long de sa jambe comme une extension inutile. Personne ne sifflait, personne ne faisait de commentaires, personne ne brisa le silence. Il se demanda pourquoi cela l'avait autant affecté. Ils avaient vu pire, non? Des pièces remplies de sang, des enfants enchaînés à des radiateurs, des égorgés, des éventrés, des corps qui pleuraient encore par réflexe musculaire. Mais il y avait quelque chose dans cette scène figée, dans cette parodie morbide de productivité, qui les avait ébranlés plus profondément. Peut-être parce que c'était familier, trop familier. Il avait assisté à des réunions comme celle-là. Il avait pris place à de longues tables de bois clair, remplies des blocs-notes, hoché la tête à des présentations PowerPoint projetées sur des écrans trop petits. Il avait joué le jeu, ramené des gobelets de café, fait semblant de s'intéresser aux chiffres. Il connaissait le poids d'une chaise de conférence, la texture d'un dossier trop ferme. Il reconnaissait ses gestes, ce langage du monde d'avant. Un monde qui refusait de mourir, même sans cœur qui batte. Peut-être était-ce cela, le plus terrifiant, que ces morts aient décidé de continuer malgré tout, que la hiérarchie, les horaires, les réunions, toutes ces absurdités banales, aient survécu au sang, au feu, à la chute, comme si le système lui-même était devenu un straggler, figé dans sa fonction, incapable de comprendre que le monde avait changé. Au fort, ils passèrent les contrôles sans un mot. Le scanner bipa 3 fois. Le sas s'ouvrit. Un soldat leur fit signe, mais ils ne répondirent pas. Leurs bottes laissèrent des traces sombres sur le sol plastique. Ils regagnèrent leur tente sans croiser un regard. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas une chose que l'on partageait. Plus tard, dans le réfectoire, Mark Spitz tenta de manger, mais la nourriture lui semblait irréelle, comme du plastique mâché. Il posait la cuillère à ses lèvres, la reposait sans même s'en rendre compte. Autour de lui, les conversations roulaient, étouffées, sans consistance. Il se leva, sortit. Dehors, il marcha le long des clôtures, jetant un œil vers les ombres mouvantes de la ville. Il repensa à la salle de réunion, à l'homme qui tenait encore son stylo, à la femme qui semblait sur le point de prendre la parole, à ce qu'ils étaient, ou à ce qu'ils représentaient. Il pensa, peut-être qu'ils étaient les plus humains que nous. Il s'arrêta, frissonna, non pas de froid, mais de l'idée elle-même. Il secoua la tête, se détourna, rentra dans la lumière du camp. Demain serait un autre jour, un autre immeuble, un autre étage. Cette nuit-là, il rêva qu'il nageait de nouveau, pas dans un fleuve sale, ni une rivière urbaine bordée de débris et de corps. Non, il nageait dans une eau claire, tiède, lumineuse, dans une piscine turquoise aux reflets d'aube. Il faisait des longueurs sans se fatiguer, soulevé par une force tranquille, une brise invisible sous la surface. Il avançait sans but, mais avec une aisance parfaite. Personne ne le regardait, personne ne le jugeait. Il n'y avait pas de sifflet, pas d'horloge, pas de mur à toucher, juste cette poussée régulière, ce glissement paisible à travers l'eau. Il tourna la tête pour respirer et vit sa mère assise sur une chaise longue, un livre ouvert sur les genoux, les lunettes légèrement baissées sur le nez. Elle leva les yeux, lui sourit. Son père était là aussi, en maillot de bain et chemise, préparant un sandwich. Il tenait un couteau, tartinait de la moutarde. Il leva la main et salua. Il était vivant. Ils étaient vivants. Tout allait bien. Il replongea, fit une nouvelle longueur.
L'eau était chaude, réconfortante. Il entendait une musique, très lointaine. Peut-être une chanson de son adolescence, ou un générique d'émission, quelque chose de flou et d'inoffensif. Il se sentit redevenir enfant, ou du moins, il cessa d'être adulte. Il se sentit léger, il oublia, puis l'eau changea. Elle devint plus dense, plus sombre, plus lourde. Il battit des bras, mais ne progressait plus. L'eau tirait sur lui, le ralentissait. Sa respiration s'accéléra. Il tourna la tête pour appeler, mais il n'y avait plus personne. La chaise longue était vide, le livre tombait au sol, ses pages déchirées par le vent. Le sandwich glissait lentement dans le bassin, se défaisant en miettes. Il cria, mais sa bouche se remplit d'eau. Il essaya de nager, de s'extraire, mais l'eau devint noire. Le carrelage au fond disparut. Il y avait quelque chose dans les profondeurs, une ombre, un poids. Il entendit un bruit, comme un os brisé, puis un autre. Il regarda sous lui, des bras, des dizaines de bras pâles, tendus vers la surface. Vers lui, des doigts griffus, des poignets flasques, qui s'agitaient lentement dans les bulles. Il essaya de fuir, mais l'eau s'épaississait. Il battait les jambes dans un gel visqueux. Sa poitrine se serra. Il sentit la panique monter, la terreur primitive, celle qu'aucun mot n'apaise. Quelqu'un l'attrapa par la cheville. Il hurla et se réveilla. Dans l'obscurité, le souffle court, les draps trempés de sueur. La tente était silencieuse. On entendait au loin des voix basses, des pas, un grésillement de radio. Il se redressa lentement, passa une main sur son visage. Son cœur battait si fort qu'il crut entendre son écho. Il se leva, enfila ses bottes, poussa le rideau, sortit. Dehors, la nuit était calme. Une brise légère faisait trembler les bannières du Fort Wanton. Les projecteurs balayaient le ciel. Il se dirigea vers le bord du camp, là où les grillages laissaient voir la ville au loin. Une ombre figée, une géométrie d'acier et de silence. Il s'assit sur une caisse, inspira profondément. Ce n'était qu'un rêve. Et pourtant, il regarda les lumières pâles de la ville morte et pensa, quand est-ce que j'ai arrêté de respirer librement? Le matin, ils reçurent un changement dans leur programme habituel. Pas de briefing dans la tente d'assignation, pas de routine sur les terminaux à écran sale, pas de mission dans un périmètre déjà sécurisé. Cette fois, c'était un appel direct. Un messager, un type trop jeune pour porter l'uniforme qu'il portait, leur transmit une enveloppe scellée en plastique. Caitlin la lut à voix basse, les sourcils légèrement froncés, puis la relut. Plus lentement, Gary s'approcha, jeta un œil par-dessus son épaule. Mark Spitz restait légèrement en retrait. La mission était simple en apparence, un bâtiment non encore cartographié, en dehors des limites officiellement traitées de la zone 1, mais proche de la frontière sud-ouest du quadrillage. Un signal avait été émis, peut-être automatique, peut-être humain, des capteurs de mouvement, un relais de transmission activé. Cela pouvait être une erreur, une interférence, ou quelque chose d'autre. « On nous envoie en éclaireur ?» demanda Gary. « On nous envoie. » répondit Caitlin. Elle plia le papier, le rangea dans sa poche. Aucun d'eux ne contesta. Il y avait des ordres, et au-delà des ordres, une logique que l'on ne discutait plus. C'était ainsi. Fort Wanton décidait. L'unité exécutait. Ils quittèrent le camp plus tôt que d'habitude, avant même que le soleil ne perce vraiment le ciel voilé. Le vent portait encore les odeurs nocturnes. Le diesel, la rouille, le plastique chaud, les ordures. Des oiseaux passèrent en rase-motte, silhouettes tendues vers nulle part. La ville, à cette heure, semblait plus fragile, comme si elle hésitait à se réveiller, comme si elle regrettait d'avoir survécu. Ils avancèrent en silence. Fusil bas, regard levé. Aucun son suspect, aucun mouvement dans les vitres, mais tout semblait différent. Les rues n'étaient plus les mêmes. Les angles trop nets, les ombres trop épaisses. Mark Spitz sentit un poids dans son estomac. Une tension nouvelle, sourde, mais déterminée. Il connaissait ce sentiment. Il annonçait toujours quelque chose. Le bâtiment désigné était ancien, étroit, pris en étau entre deux tours plus modernes. Un vestige du vieux Lower Manhattan, rescapé d'un siècle oublié. La façade en pierre ocre était noircie par les ans. Une enseigne en lettres métalliques effacées pendait de travers. Easterman & Sons. Commerce en douane. Une porte battante, un judas grillagé, un heurtoir en bronze. Ils entrèrent. L'odeur les frappa d'abord. Pas la pourriture, pas le sang. Quelque chose d'indéfini. Comme du métal fondu, du papier trop chauffé, une électricité ancienne, restée dans les murs. « Quelqu'un vit là-dedans » dit Gary, mais ce n'était pas une affirmation.
C'était une inquiétude. Ils avancèrent lentement. Chaque étage semblait intact, mais trop propre. Pas désert, pas ravagé, juste suspendu. Les meubles couverts de draps blancs, les tiroirs ouverts mais rangés, des papiers triés, des calendriers barrés jusqu'à des dates absurdes, bien après la ruine. Quelqu'un avait continué à compter. Ils trouvèrent une bouilloire encore tiède, un cendrier contenant une cigarette à demi consumée. Une lampe allumée. Mark Spitz sentit les poils de sa nuque se redresser. Il leva la main. « Stop !» Contact possible. dit-il. Caitlin acquiesça. Ils vérifièrent les angles. Le couloir de gauche débouchait sur une salle d'archives. Celui de droite menait à une volée d'escaliers en colimaçon, étroits, à la rambarde glaciale. Ils montèrent. Le dernier étage était ouvert. Pas de porte, juste un rideau de perles, décoloré, qui oscillait doucement dans le courant d'air. Au-delà, une pièce, et, debout, face à la fenêtre, un homme. Il ne bougea pas, il ne se retourna pas, il semblait vivant, il respirait, mais il ne dit rien. Pas un son. Ils pointèrent leurs armes. « Haut les mains !» dit Caitlin. L'homme ne bougea pas. Mark Spitz contourna lentement la pièce. L'homme ne portait pas de haillons. Il était rasé de près. Sa chemise était boutonnée. Il portait une montre, encore en marche. Il avait les yeux ouverts. Et il pleurait. L'homme ne bougea pas. Il restait tourné vers la fenêtre, son souffle formant une buée ténue sur le verre fissuré. Il pleurait en silence, les larmes creusant 2 sillons propres dans la saleté de ses joues. Il n'avait pas cligné des yeux. Il ne semblait pas les voir. Ou alors, il refusait de reconnaître leur présence. Il ne tremblait pas. Il n'était ni Straggler, ni Skell. Il était autre chose. Caitlin répéta l'ordre, cette fois plus fort. « Levez les mains, immédiatement !» Gary s'approcha d'un pas, ses yeux scannant la pièce. Une table, 2 chaises, une lampe allumée, des papiers rangés dans des chemises, des murs recouverts de photos. Famille, amis, collègues. Des visages heureux, figés dans un monde révolu. Il y avait un lit, fait avec soin, des draps propres, et sur la commode, une boîte. Une boîte métallique, ancienne, cabossée, fermée. Mark Spitz avançait lentement, de côté, son fusil toujours levé. L'homme parla enfin. « Vous êtes en retard. » Sa voix était rauque, usée, comme s'il n'avait pas parlé depuis des semaines ou des années. Caitlin répondit aussitôt. « Qui êtes-vous? Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» « Assez longtemps. » dit-il. « Vous êtes seul ?» ?»« Personne n'est seul. » répondit-il. « Pas vraiment. » Ils échangèrent un regard. La tension dans la pièce s'épaississait. Quelque chose ne tournait pas rond. « Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ?» demanda Mark Spitz. L'homme ne répondit pas. Il resta immobile. Son souffle continuait à buer la vitre. « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» répéta-t-il, plus fermement. L'homme posa enfin ses mains à plat sur le rebord de la fenêtre, lentement, délibérément. Il incline la tête, un geste de résignation. « Des voix. » dit-il. Un silence suivit, dense, électrique. Caitlin s'avança vers la boîte. Elle la palpa. Pas de piège visible. Elle la prit, la pesa, légère. Mais quelque chose cliquetait à l'intérieur. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des enregistrements, des cassettes, des micro-cassettes, des cartes mémoire, des notes manuscrites, toutes étiquetées, toutes datées. Gary attrapa une cassette. « C'est quoi ça ?» Mark Spitz parcourut les étiquettes. Il lut à voix haute. Semaine 7, mer, conversation complète. Jour 43, radio, transmission anonyme. Jour 112, enregistrement de respiration, suspecte. Ils se regardèrent. L'homme ne bougeait pas. « Vous avez enregistré les morts ?» dit Caitlin. « Pas les morts. » répondit-il. « Ce qu'il en reste. » Sa voix était calme, détachée. Il s'assit sur le lit, comme si le protocole n'existait pas. Ils parlent encore, parfois. Dans les murs, dans les tuyaux. La ville respire. Elle se souvient. J'ai essayé de capter ce qu'elle dit. J'ai essayé d'écouter. Gary lança. « T'es complètement fêlé. » L'homme hocha la tête, lentement. Je suis resté. Tout le monde est parti. Moi, je suis resté. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que quelqu'un écoute. Mark Spitz tourna les yeux vers la fenêtre. Le soleil commençait à percer entre les tours, dessinant des lignes dorées sur le parquet poussiéreux. Il vit son reflet dans le verre, et celui de l'homme à côté de lui. Ils se ressemblaient. Trop. Caitlin s'éclaircit la gorge. « Tu vas devoir nous suivre. On ne peut pas te laisser ici, c'est hors périmètre. » Je sais. Il se leva, récupéra une seule cassette. L'étiquette était effacée. Il la serra dans sa main. Je suis prêt. Ils redescendirent en silence, comme ils étaient venus. L'homme au centre,
encadré, sans menottes. Il ne tentait pas de fuir, il ne résistait pas. Il laissait la ville derrière lui, mais Mark Spitz savait qu'il en emportait une partie avec lui. Ils enregistrèrent l'homme comme n'importe quel autre survivant. Un nom, Thomas Weller. Un âge, 47 ans. Ancienne profession, archiviste dans une bibliothèque universitaire. Aucun signe d'infection, pas de morsure, pas de fièvre. Réponse cohérente, pouce stable, pupille réactive. Il répondit aux questions avec lenteur mais sans confusion, décrivant ses journées passées à écouter, à enregistrer, à observer la ville depuis sa fenêtre. Il ne posait aucune question en retour. On le conduisit dans une unité d'observation temporaire, à la limite sud du camp. Une tente isolée, avec une table, un lit, une lampe. Les psychologues de Buffalo devaient arriver le lendemain pour l'évaluer. En attendant, il dormait, ou du moins, il restait allongé, les yeux ouverts, la cassette serrée dans une main. Il ne l'avait pas lâchée depuis l'instant où il l'avait prise. Mark Spitz repassait sans cesse la scène dans sa tête. Les larmes, la voix calme, le mot « écouter ». Quelque chose en lui restait accroché à ces fragments, comme une écharpe prise dans les branches d'un arbre mort. Il se surprit à errer près de la tente d'observation après le dîner, à s'adosser à une rambarde voisine, les bras croisés, faisant mine de surveiller le périmètre. Il regardait l'éclairage tamisé filtré à travers la toile blanche, projetant l'ombre de Weller sur les parois. L'homme était toujours assis, immobile, comme s'il écoutait quelque chose que Mark Spitz ne pouvait pas entendre. « T'es fasciné ou quoi ?» dit Gary, qui l'avait rejoint sans bruit. Je sais pas. Il est pété, mec. Complètement. Tu veux finir comme lui ? Mark Spitz ne répondit pas. Gary alluma une cigarette, tira une longue bouffée, puis repartit. L'odeur se dissipa lentement. Caitlin plus tard déclara. Il a tenu seul. Là-dedans, pendant, quoi, 8 mois 9 Ça laisse des traces. Il délire. Mais il a survécu. C'est ça le plus dingue. Tu crois qu'il écoutait vraiment quelque chose? Émanda Mark Spitz. Elle haussa les épaules. Peut-être. On entend ce qu'on a besoin d'entendre. Elle partit, laissant cette phrase derrière elle comme un caillou jeté dans une eau noire. Cette nuit-là, Mark Spitz ne dormit pas. Il resta dans sa couchette, les yeux rivés au plafond, imaginant le bruit que pouvait faire une ville qui respire. Ce que ça voulait dire, si c'était possible, si quelque part, au fond des ruines, il y avait encore un pouls. Le matin venu, la tente d'observation était vide. Aucune trace de lutte, aucune coupure dans le grillage. Rien sur les caméras. La cassette aussi avait disparu. On fouilla le secteur. On questionna les gardes. On consulta les registres. Rien. Thomas Weller avait disparu comme il était apparu. Tranquillement, sans déranger. « Foutu fantôme !» grogna Gary. Caitlin, elle, garda le silence. Mark Spitz, en s'éloignant, crut entendre un son ténu au loin. Un froissement, un souffle, un murmure à peine audible porté par le vent. Il s'arrêta, tendit l'oreille. Mais il n'y avait rien. Rien, sinon cette sensation étrange et persistante que la ville, peut-être, était en train de lui parler. C'était censé être une autre patrouille de routine. Un bâtiment bas, anciennement une école technique, répertorié comme partiellement nettoyé par une unité précédente. Pas de stragglers signalés, aucun mouvement enregistré par les capteurs. La mission consistait à vérifier les caves, les entrepôts, les anciennes salles de maintenance. Rien d'inhabituel, rien de difficile. Ils étaient sortis du fort en plaisantant à moitié, avec ce relâchement propre aux jours ordinaires, ceux où l'on pense pouvoir anticiper. Gary avait même sifflé. Caitlin lui avait lancé une remarque acide. Mark Spitz avait souri sans répondre. La porte arrière s'ouvrit sans forcer. Les couloirs sentaient la moisissure et la peinture écaillée. Des casiers rouillés bordaient les murs. Une affiche d'évacuation tremblotait encore sur une porte. Le plan était clair. Une vérification étage par étage, puis les sous-sols. Le premier problème apparut au 2e étage. Une cloison s'était effondrée, bloquant un couloir. Caitlin proposa de passer par la salle de chimie attenante. Ils entrèrent dans la pièce. Des paillasses cassées, des bocaux fêlés, une armoire entr'ouverte. Gary passa le premier, enjambant une chaise renversée. Il dit « Rien de... » Le sol s'effondra. Un craquement brutal, une chute sèche. Gary disparut d'un coup, aspiré dans le plancher comme si la terre l'avait avalé. Puis un silence. « Gary !» cria Caitlin. Aucune réponse. Ils se penchèrent. Un trou béant. Poussière. Verre brisé. Le vide. Mark Spitz alluma sa lampe. En bas, une silhouette étendue sur un lit de gravats. Du sang. Un bras tordu.
mais il respirait. Merde. Dit-il. On descend. Ils passèrent par un escalier de service. Le couloir était étroit, les marches glissantes. L'air plus lourd, plus chaud, une odeur métallique. Gary était conscient, mais incapable de bouger. Sa jambe saignait. Méchamment, il clignait des yeux, tentait de plaisanter, mais sa voix tremblait. Vous êtes en retard. Caitlin tenta de stabiliser le membre, Mark Spitz couvrant les angles. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent le bruit. Un raclement, lent, régulier. Des pas qui traînent. Plusieurs. Approchant, On n'est pas seul. dit Caitlin. Il n'était pas en position de défendre. Gary ne pouvait pas marcher. Les munitions étaient comptées. La radio crachotait. Le canal d'urgence restait muet. Mark Spitz se tourna vers elle. Tu peux le porter. Elle secoua la tête, hésita. Pas seul. Pas en courant. Le raclement s'intensifiait. Une porte grinça au loin. Ils échangèrent un regard. Le genre de regard où tout passe sans un mot. Mark Spitz se leva. Je reste, je couvre. Tu l'emmènes. Dis-leur de venir vite. C'est de la folie. Il faut que l'un de nous y aille. Et tu cours plus vite que moi. Elle voulut protester. Il leva la main. Vas-y. Maintenant. Elle serra les dents. Prit Gary sur son dos, maladroitement. Un gémissement. Du sang coula. Elle recula. Pas à pas. Mark Spitz resta devant la porte, fusil en joue. Reviens me chercher. Dit-il sans se retourner. Puis elle disparut. Le silence revint. Puis les bruits, plus proches. Mark Spitz inspira profondément. L'air était acide. Son cœur battait fort. Il pensa à rien. À tout. À l'eau, au bras sous la surface, à la cassette, à la ville, à son nom. Il pensa « Tiens bon » et attendit. Ils surgirent de l'ombre comme un souvenir. Un premier, puis deux autres, puis une masse indistincte. Leurs mouvements n'étaient pas rapides, mais déterminés, une lenteur pesante, comme un piston rouillé prêt à écraser. Les scales glissaient sur le sol, les yeux morts, la peau tendue, les mâchoires ouvertes dans un éternel soupir de faim. Mark Spitz épaula son fusil. Il visa le premier, un homme en survêtement, les cheveux collés au crâne, une tache noire au coin de la bouche, et tira. Le coup résonna dans la cage d'escalier, sec et définitif. Le crâne éclata, et la silhouette s'effondra dans un bruit mou. Le deuxième avançait déjà. Mark Spitz recula d'un pas, visa de nouveau, tira, coupe au front, chute. Il ne comptait plus. Pas les balles. Pas les visages, juste les mètres entre lui et eux. Le troisième bondit plus vite que prévu. Une femme, ou ce qu'il en restait, cheveux filasses, robe de nuit souillée. Il n'eut pas le temps d'aligner. Elle était sur lui. Ils tombèrent ensemble. L'odeur le frappa. Putréfaction et vieux désespoir. Il roula, frappa de la crosse. Elle le griffa au bras, mais ses dents claquèrent dans le vide. Il repoussa, visa à bout portant, tira, le sang, noir et pâteux, éclaboussa sa visière. Il se releva, haletant. Deux autres scales apparaissaient déjà dans le couloir. Il se mit à courir, tirant une fois, touchant l'épaule, ratant la tête. Il tourna dans une pièce, referma une porte derrière lui, la bloqua avec une table renversée. Une ancienne salle de maintenance, machine rouillée, étagère vide, pas de sortie. Il rechargea. La porte trembla. Un râle. De l'autre côté, il pensa à Gary, à Caitlin, à Fort Wanton, à ses parents, à l'eau, à la ville. Il pensa, pas comme ça. Il s'accroupit, se concentra. Il était dans un piège, mais il n'était pas encore mort. La porte céda. Le premier scale entra en trébuchant. Mark Spitz tira. Deux autres suivirent. Il frappa l'un à la tête avec une clé anglaise rouillée. Le crâne céda. Le deuxième le griffa à la joue, le fit reculer contre l'établi. Il hurla. Le bruit ne ressemblait pas à un cri humain. Il tira à l'aveugle. Une balle. Deux. Les corps s'effondraient. Puis enfin, le silence. Il resta immobile un moment, le souffle coupé, l'épaule en feu, la mâchoire serrée. Le sang coulait de sa tempe. Il cracha un mélange de salive et de cendre. Il tituba vers le mur, s'y appuya. Ses mains tremblaient. Il lâcha son fusil, s'assit au sol. Un bruit. Des pas. Il leva les yeux. Un faisceau de lampes. Une silhouette. Une voix. Spitz, t'es vivant? Caitlin. Il rit tardot. Un rire brisé, creux, comme s'il sortait d'un puits. J'ai tenu, dit-il. Puis il ferma les yeux. Ils le ramenèrent affaissé à l'arrière d'un véhicule de transport, enveloppé dans une couverture grise. La tête contre la paroi métallique,
secoué à chaque bosse comme un paquet oublié. Le moteur râlait, poussif, et l'air sentait l'huile chaude et la poussière de route. Ses yeux restaient ouverts, mais il ne voyait pas vraiment. Il clignait sans raison, observait un monde qui ne répondait plus. Son bras gauche avait été entaillé sur toute la longueur, une blessure nette, déchiquetée, que le médecin de terrain nettoya rapidement avec une mousse antiseptique avant de bander. 2 côtes fêlées, une contusion à la tempe, une perte de sang modérée, mais rien de fatal. C'est ce qu'on lui répéta 3 fois, comme s'il ne comprenait pas, comme s'il était ailleurs, et il l'était. Caitlin resta près de lui tout le long. Gary était vivant, alité de l'autre côté de l'infirmerie, perfusé, somnolent. Il avait perdu beaucoup de sang, mais les médecins étaient confiants. Ils vivraient. Ils avaient tous les deux survécu. Encore une fois, un miracle de plus, ou une punition. Mark Spitz fixait le plafond de la tente médicale. Un tissu sale, tendu, troué par endroits. Une mouche tournait lentement au-dessus de son visage, bourdonnant à peine. Il sentit sa main trembler. Il la ferma en poing, puis la relâcha. Le docteur repassa, lui parla doucement. Il n'écoutait pas. Il entendait le bruit, pas les mots. Il avait traversé une tempête. Il était toujours là, mais une partie de lui était restée dans cette salle, là-bas, avec les cadavres, avec les hurlements, avec la rage. Plus tard, on le transféra dans une autre tente, plus calme, une literie sommaire, une chaise, une lampe. On lui donna un peu d'eau, un calmant, des instructions qu'il oublia aussitôt. Il s'endormit et rêva de corridors sans fin, d'escaliers qui s'enfonçaient dans le sol, de portes qui ne s'ouvraient pas, d'ombres sans visage, et toujours cette voix, au loin, indistincte, comme un enregistrement lointain, un souffle dans une cassette oubliée. Au matin, il ouvrit les yeux. La lumière du soleil filtrait à travers la toile. On entendait des bottes passer, des cris brefs, des radios crachotantes. Il avait mal partout. Une douleur sourde, mais familière. Il se redressa. Il était vivant. Encore une fois, il passa une main sur son visage. Il sentait le poids de cette vie, de cette répétition. Il n'éprouvait aucune fierté, aucun soulagement, juste une forme d'acceptation, de continuité. C'était ça, être un survivant. Pas un héros, pas une légende. Juste un corps qui se relève, encore. Et encore, et encore. Il reprit le service 3 jours plus tard. La douleur dans ses côtes était toujours là, sourde, tapie sous les mouvements. Son bras gauche était encore enflé, mais les bandages tenaient, et il pouvait soulever son arme. Il passait les tests de réaction, de coordination, de tir. L'infirmerie le déclara apte. C'était tout ce qui comptait. Personne ne lui posa de questions, ni sur les scales, ni sur la salle, ni sur ce qui s'était passé dans cet entrepôt de l'école technique. C'était comme ça ici. Les choses arrivaient, les gens revenaient, ou pas, et le reste se fondait dans la routine. Il retourna dans la tente Oméga, accrocha son uniforme, resserra ses sangles, vérifia ses munitions. Gary lui lança un signe de tête silencieux. Caitlin lui tendit son insigne. « Prêt ?» Il hocha la tête. Ce mot ne voulait plus rien dire, mais il le prononça. Prêt. Ils furent réassignés à une nouvelle section du quartier financier. Plus de 35 immeubles à inspecter, du bas vers le haut, sur 6 jours. Un travail colossal. Mais Buffalo avait envoyé une directive. La phase finale du nettoyage était lancée. Ils appelaient ça le dernier quadrillage, une expression solennelle, martelée par les radios, inscrite sur les panneaux. Partout, les visages se durcissaient. Il y avait une tension dans l'air, un murmure dans les tentes, dans les couloirs. Les civils du fort devenaient nerveux. Certains parlèrent de transfert, d'évacuation vers le nord, d'un nouveau centre opérationnel en construction. Mais rien de clair, rien d'officiel. Seulement l'injonction, terminée, nettoyée, scellée. Chaque jour, il sortait avant l'aube, inspectait, marquait, tirait. Chaque nuit, il rentrait au fort, parfois avec un blessé, parfois sans un mot. Mark Spitz accomplissait sa tâche. Il balayait chaque pièce, ouvrait chaque placard, fouillait chaque cave. Il cochait les cases. Mais quelque chose clochait. Des stragglers réapparaissaient dans des bâtiments pourtant déjà nettoyés. Des capteurs s'activaient, puis se taisaient. Des portes ouvertes refermées. Des radios hurlant de la friture. Des signes minimes, mais nombreux, répétés. On parlait de glitch, de fatigue, de stress post-traumatique collectif. Mais lui, il savait. La ville n'était pas encore prête à se laisser enterrer. Un soir,
Il s'assit seul à l'extérieur du réfectoire, un sachet de soupe tiède entre les mains. Il regardait les ombres s'étirer sur les murs de toile. Le ciel, au-dessus, était d'un gris sans étoiles. Une brume fine glissait entre les tentes, portant une odeur de plastique brûlé. Il repensa à Thomas Weller, à sa boîte de cassettes, à sa phrase « La ville respire, elle se souvient », et pour la première fois, Mark Spitz ne la rejeta pas. Il crut l'entendre lui aussi. Un froissement lointain, un murmure. Quelque chose, pas encore fini. La brèche survint sans avertissement, pas d'alerte préalable. Pas de signal rouge sur les écrans. Pas de tir de semonce. Juste un cri. L'un de ces cris qu'aucune radio ne peut retransmettre. Un cri humain, nu, primal. Et puis le déferlement. Ils entrèrent comme une vague noire et huileuse, surgissant d'une ruelle latérale, écrasant la patrouille du crépuscule en quelques secondes. Une meute de Skells, compacte, affamée, plus rapide que prévu, comme s'ils avaient été tenus en laisse depuis des jours, des semaines, et qu'on venait de les relâcher. Les premiers coups de feu éclatèrent à l'entrée ouest du fort, puis une alarme, puis une autre. Le chaos s'engouffra comme un venin. Mark Spitz était dans l'armurerie quand cela commença. Il n'eut que le temps de saisir son fusil, de hurler à ceux autour de lui de courir, avant que les cris ne prennent le dessus, que le fort ne s'ouvre, se brise, se retourne contre lui-même, une barrière cédée, un générateur à l'arrêt, des projecteurs qui s'éteignent par rafale. Les Skells pénétraient partout, par les failles, les conduits, les issues de secours. Ils grimpaient sur les murs, déferlaient sur les toits, des silhouettes floues, boueuses, hurlantes. Ils se jetaient sur les soldats, les mordaient, les renversaient, les dispersaient. Les civils criaient, se bousculaient, trébuchaient. Un monde bâti sur des protocoles et des mots d'ordre s'effondrait en quelques minutes. Mark Spitz courait. Il ne se souvenait plus où. Peut-être vers la tente médicale, ou vers Gary, ou Kathleen. Il croisait des visages en sang, des enfants perdus, des corps à moitié mangés. Il tirait à chaque pas, pas pour tuer, pour ouvrir un passage, pour respirer. La tente de commandement était en flammes. Un camion avait percuté la clôture. Des soldats tiraient en cercle, encerclés. Des cris fusaient dans toutes les directions, sans origine. Il glissa dans une flaque de sang, se releva, tira sur un Skell qui approchait. Il vit une silhouette le reconnaître. Spitz? C'était Kathleen. Elle portait un blessé sur son dos. Ses yeux étaient écarquillés, son visage noirci par la suie. On doit sortir. Il la suivit. Ils traversèrent le champ en feu, enjambèrent les restes d'une tour de garde. Un soldat se tirait une balle dans la tête pour éviter la morsure. Un autre rampait, sans jambes, hurlant le nom de sa fille. Il ne regardait au plus, il courait. À l'est, il y avait peut-être une ouverture. Ils franchirent une brèche dans le grillage, tordue par une explosion. Dehors, la ville, sombre, infinie, silencieuse, comme si elle avait retenu son souffle tout ce temps, et venait de l'expirer. Ils s'arrêtèrent sous un porche, haletant. Le fort était derrière eux. Des cris s'élevaient encore, étouffés, des tirs, puis rien, le calme. Le fort Wanton n'existait plus. Mark Spitz s'assit. Son fusil était vide. Il regarda la rue devant lui, et il comprit. C'était reparti. Le nettoyage n'était pas fini. Il n'avait jamais commencé. Il descendit dans la rue et se mit en marche vers le son. C'était un grondement constant, sourd, qui montait du sol, de l'horizon, du ventre même de la ville. Une marée en formation. Un chœur de mâchoires et de pieds traînants. Un murmure charnel transporté par le vent. Il ne se demandait pas ce que c'était. Il savait. Il l'avait toujours su. Il allait à leur rencontre. Il avançait lentement, comme on entre dans l'eau. Autour de lui, les immeubles dressaient leurs formes noircies, sans fenêtres, sans vie. Les stores pendaient, déchirés, comme des drapeaux d'un royaume perdu. Le ciel était bas, mat, sans relief. Il marchait entre les carcasses rouillées, les vitrines pulvérisées, les traces anciennes de fuite, valises éventrées, chaussures seules, poussettes renversées. Il marchait à travers un musée de l'abandon. Il sentait son corps lui parler, ses muscles fatigués, ses os qui grinçaient, sa tempe douloureuse, son bras encore en bandage. Il n'était pas en forme. Il n'était pas armé correctement. Il n'avait pas de plan. Mais il avançait. Il avait toujours avancé. C'était ce qu'il faisait. Le grondement se précisait, plus proche. Il pouvait maintenant distinguer des formes à l'horizon.
des silhouettes qui se détachaient. D'abord 2, puis 10, puis 100, puis une armée. Des corps maigres, décomposés, brûlés, couverts de terre, de moisissures, de cicatrices. Des corps d'hommes, de femmes, d'enfants, d'anciens voisins, collègues, étrangers. Des reflets de lui-même. Il marchait sans hâte, sans rage. Il venait, il ne s'arrêta pas. Il repensa à la piscine, à sa mère, au café, à Weller, à la boîte, à la ville qui respire, aux stragglers dans leur silence, à Gary, à Caitlin, à Fort Wanton, à tout ce qui avait tenu, et à tout ce qui était tombé. Et il sourit. Pas un vrai sourire, mais un rictus, un reste de souvenir musculaire. Il leva son arme, un dernier chargeur. Un seul, le premier Skell tourna la tête vers lui. Et Mark Spitz, l'homme qui n'était bon qu'à survivre, l'homme moyen, l'homme B, se remit à avancer. Il n'arrêta pas.